Il y a plus de 20 ans maintenant, quand il Ouais. commençait à parler d'espace, tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais. Et aujourd'hui, il a bien quand même fermé des bouches. Il a bien fermé des bouches et surtout, il a même surtout derrière lui une fanbase, j'ai envie de dire maintenant, qui le Ouais. suit aveuglément. Hein. C'est même presque limite devenu un culte en fait. Tu dis quoi aux gens qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune? Tu as des personnes qui sont vraiment persuadées qu'il y a un complot. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Découvreurs. Aujourd'hui, on va parler de spatial. Je reçois Quentin du Journal de l'Espace, une chaîne YouTube super intéressante sur tous les défis du spatial. On va parler en long, en large et en travers d'un petit peu tout ce qui se passe dans le spatial, notamment Elon Musk, SpaceX, la Lune, est-ce qu'on y est déjà allé, pourquoi y retourner, les défis et toute la complexité finalement industrielle vraiment que ça demande, et au niveau ingénierie, vous allez voir que c'est absolument dingue. On va parler également de Mars, est-ce qu'on va aller sur Mars, est-ce qu'on le verra finalement dans notre vie, et comment est-ce qu'on finance tout ça. Et à la fin, j'ai une petite surprise pour Quentin, un petit jeu, vous allez voir, et vous pourrez jouer aussi depuis chez vous. Juste avant de commencer, je remercie Recordia, notre partenaire qui nous accueille pour tourner ici aujourd'hui à Nice. Recordia, c'est 4 studios, 4 ambiances, 4 salles équipées de façon professionnelle. Vous pouvez tourner tous vos contenus, podcasts, vidéos professionnelles, présentations de produits, bref, tous vos contenus vidéo. C'est situé juste en face de l'aéroport de Nice, donc accessible depuis à peu près partout en Europe. Merci à Recordia et c'est parti pour les découvreurs. Quentin, salut, bienvenue. Salut Yann. Très heureux de te recevoir ici. Il y a plein de choses à dire sur toi. Avant qu'on commence, je joue toujours au jeu de la présentation de façon subjective, tout à fait incomplète, avec mon prisme à moi. Si j'oublie des trucs, bien sûr, corrige-moi, et si tu veux en ajouter, fais-le. Ça marche. Tu présentes le Journal de l'Espace, qui est une chaîne YouTube, plus de 300 000 abonnés aujourd'hui. T'es passionné d'espace, bien sûr, vulgarisateur, et tu relates l'actualité spatiale, les avancées de la conquête spatiale pour les amateurs, les passionnés aussi, parce qu'il y a un niveau qui est assez haut. Et t'as une émission qui s'appelle le Journal de la Starbase, où tu focuses énormément sur Elon Musk, la Starbase, le Starship, et tout ce qui tourne autour. Donc on va vachement parler de ça, de Mars aussi. Et finalement, est-ce que SpaceX, direct, mettons les pieds dans le plat, est pas la plus folle des entreprises du 21e siècle? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, SpaceX, elle a une aura qui est quand même incroyable, à la fois de par ses exploits déjà, ses exploits passés avec la Falcon 9, donc la première fusée de SpaceX, et par aussi son dirigeant en lui-même, qui est quand même une personnalité à part entière. Complètement fou. Complètement. Partons du début. Comment on devient youtubeur comme toi, vulgarisation, espace, d'où tu viens, pourquoi, comment? J'ai envie de te dire, ça te tombe dessus en fait. Donc à un moment donné, en fait, j'étais salarié dans le privé, dans la santé, même j'étais commercial dans la santé. Okay. Et à un moment donné, bon, ça se passait plus forcément très très bien dans la boîte dans laquelle j'étais. Et je me suis dit, bon, il est temps quand même d'assurer ses arrières et de créer une autre activité. Puis j'avais toujours eu le petit rêve à un moment donné d'avoir ma propre boîte. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas créer une boîte autour de YouTube et dans un domaine que j'aimais bien. Donc à ce moment-là, je regardais, en fait, je suis vraiment un passionné de science à la base, beaucoup plus que de spatial, je suis passionné de science. Okay. Et je regardais des chaînes de spatial, donc des chaînes qui parlaient d'espace. Et à un moment donné, pourquoi ça d'ailleurs? Parce que le spatial, tu sais, ça va regrouper la biologie, la géologie, l'astronomie, la physique, la chimie, quand on va parler des atmosphères, l'exobiologie, la fuséologie, la mécanique, enfin c'est l'astronomie, rien que de base. Donc tout ça, en fait, dans le spatial, t'as tous les domaines de la science réunis, pour ainsi dire. Et donc je suivais des chaînes là-dessus, et je trouvais pas tout à fait le contenu que j'étais venu chercher à chaque fois. Et je trouvais qu'il y avait un manque. Il y avait des choses qui étaient expliquées un peu trop sommairement, ou à l'inverse des choses qui étaient expliquées de manière beaucoup trop compliquée par rapport à mon niveau. Et je râlais. Tu sais, je râlais bêtement. Et puis à un moment donné, ma femme, elle m'a dit, mais Quentin, arrête de râler, fais-le. Oui. Bah t'éclates de rire. Si t'es meilleur, vas-y. Bah c'est ça, elle m'a dit, arrête de râler, fais-le. Puis à un moment donné, tu réfléchis, tu rigoles, et puis après tu te dis, mais c'est pas bête en fait. Et là, je me suis dit, il y a une opportunité à les prendre, à aller chercher. Et j'ai créé le Journal de l'Espace comme ça en 2019. 2019, mais c'est même pas très vieux finalement. Ah si, remarque, putain, ça a 5 ans, 6 ans. Ouais. Bientôt 5 ans et demi, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as une vraie chaîne, qui est une vraie entreprise, t'as envie, avec une vraie équipe derrière? Aujourd'hui, ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça au début quand même à côté de mon activité principale. J'étais commercial, comme je le disais, dans la santé. Et le soir et les week-ends, du coup, je bossais sur une vidéo à l'époque, quand j'étais tout seul, d'actualité spatiale. C'est la vidéo, c'est l'émission originelle de la chaîne, qui apparaît toujours tous les vendredis. Et donc, j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans.
Puis à un moment donné, j'ai cherché à grossir. J'avais pas besoin des revenus de la chaîne, donc les revenus de la chaîne, je les réinvestissais du coup dans le fait d'avoir des personnes avec moi qui m'aidaient à écrire les textes, notamment. Ça a commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai créé une deuxième émission, puis une troisième, et aujourd'hui, en fait, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi depuis plus de 3 ans maintenant. Hein, donc on est 4, 5 même, avec une cinquième personne à côté, mais donc on est, c'est ça, 5 personnes plus moi. Et aujourd'hui, oui, j'en vis. Humblement, mais j'en vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à me dégager un revenu par rapport au travail que je fais sur cette chaîne, qui comporte quand même aujourd'hui 4 émissions par semaine. Ouais, tu publies énormément. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est la chaîne spatiale francophone la plus regardée. On n'est pas la plus grosse en termes de nombre d'abonnés. Ça, le nombre d'abonnés, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, vraiment, c'est le nombre de vues qu'on génère. Et aujourd'hui, le Journal de l'Espace, c'est à peu près 2 millions de vues par mois. Wow. Sur donc actualité spatiale, actualité du Starship, de SpaceX, et aussi beaucoup de culture spatiale ou de décryptage entre guillemets des technologies du spatial. Ouais, t'as des formats genre voilà, les formats classiques qu'on pense quand on pense à l'espace. Est-ce qu'on est allé sur la Lune, comment marche une fusée, l'atmosphère, etc., comment on se met en orbite, les différentes. Ouais. Ok, mais si je regarde ta chaîne et je vois 4 émissions par semaine, très scriptées en plus, parce que tout est écrit mot à mot. Ouais. C'est pas de l'impro. Moi, tu sais, j'improvise un peu sur mes vidéos, etc. Tout est scripté, et j'imagine le travail qui est monstrueux. Est-ce que tu trouves du plaisir toujours à faire ça et à le suivre et est-ce que finalement la contrainte de devoir le faire est plus grand et a battu la passion, ou alors tu es toujours aussi passionné et t'aimerais aller plus loin? C'est une super question, parce qu'en fait, à de nombreuses reprises, j'ai eu envie d'arrêter. Ouais. À de nombreuses parce reprises, que je sais à quel point c'est dur oui. de produire, en plus 4 émissions par semaine, c'est genre... Puis non-stop, hein, même on n'a pas de vacances, c'est-à-dire que vraiment on s'arrange pour... j'ai réussi à m'arranger en fait aujourd'hui avec l'équipe pour pouvoir avoir des gens qui me remplacent quand je suis pas là et que moi je les remplace quand ils sont pas là, etc. Mais ouais, c'est à de nombreuses reprises j'ai voulu arrêter, et en fait la clé, je pense qu'elle a été dans ça justement, dans ce que je viens de dire, dans l'équipe. Dans le fait qu'à un moment donné, dans la création d'une vidéo, tu as toujours des tâches qui sont moins fun que d'autres. Moi, je déteste l'écriture, par exemple, et quand j'ai pu déléguer ça à d'autres personnes qui faisaient ça mieux que moi, et ben finalement, ça m'a enlevé une belle épine du pied, et pour permettre de garder le plaisir de tourner ces vidéos. Et donc après, il y a eu ça, il y a eu les monteurs, et donc finalement, je me suis retrouvé à faire ce que je préférais, c'est-à-dire filmer, et puis me filmer, puis arriver au niveau de la voix off, au niveau des micros. Ça, j'aime le faire. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, tu présentes super bien. Bah, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, moi j'avais vachement accroché à la chaîne parce que, je sais pas, t'es très clair quand tu parles en fait. Et vu que le truc est bien écrit en plus, c'est ça. Et que le truc est bien monté avec des images où bien sûr tu montres tout ce que tu dis, en fait ça s'écoute super bien. Et vu que tu publies tellement, moi je t'avoue que souvent je m'endors avec ta voix parce que tu sais, je me mets tout un tas de vidéos en playlist le soir et j'écoute en mode podcast, c'est sans les images, et souvent j'ai toi qui, pendant que je m'endors, et je me dis merde, j'ai la raté, et je la réécoute le lendemain dans ma voiture. Tu vois, un truc comme ça. Excellent. Donc c'est très cool. Rentrons dans le spatial. Parlons d'Elon Musk, parlons de toutes les fusées, la Falcon, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu un avant et un après? Tout le monde se foutait de sa gueule au début quand il disait moi mon but ultime c'est d'aller sur Mars. On parlera après de Mars, on parlera après de la Lune, on parlera de tous les complots qu'il peut y avoir, ou de tout, est-ce qu'on va y arriver, en combien de temps, etc. Mais déjà, il y a plus de 20 ans maintenant, quand il commençait à parler d'espace, à dire mon but final c'est qu'on soit une multiplanetary species, c'est-à-dire une espèce multiplanétaire, qu'on aille sur Mars, tout le monde se foutait de sa gueule. Et aujourd'hui, il a bien quand même fermé des bouches. Il a bien fermé des bouches, et surtout, il a même derrière lui une fanbase, j'ai envie de dire, maintenant, qui le suit aveuglément. Hein. C'est même presque limite devenu un culte, en fait. Hein, parce que avec son incroyable réussite de la Falcon 9, aujourd'hui, il a assis une certaine légitimité qui fait que certains vont même le suivre aveuglément dans ses autres projets, qui sont peut-être parfois un petit peu moins réalistes. Mais il y a quoi de réaliste, il y a quoi de moins réaliste? Donc là, attends, juste qu'on explique aux gens qui n'ont pas du tout suivi. La Falcon 9, c'est la petite fusée. Ouais, c'est la petite fusée qui est quand même appelée une fusée lourde, hein, malgré tout. Ça fait quoi comme taille, ça, à peu près? Alors, la taille, je l'ai plus en tête, mais ce qui est important, c'est le tonnage. C'est ce que tu es capable, la charge utile, ce que tu es capable d'emmener en orbite. Et en orbite basse, donc en orbite juste autour de la Terre, ce qui est situé à peu près entre 300 et 2000 km d'altitude, ce qui est vraiment tout près de la Terre, hein, tout près, vraiment juste à la limite de l'espace. Et elle est capable d'emmener 23 tonnes, quand même. Ce qui est déjà... C'est énorme. Pas rien. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ça fait partie des grosses fusées aujourd'hui, même des très grosses fusées, parce qu'il y a assez peu de fusées qui sont capables d'emmener autant de tonnage dans l'espace. Ok, donc ça, c'est la première. Ouais. C'est la première à se reposer aussi. On a tous vu les images à l'époque, quand tout le monde disait c'est impossible. Comme tout le monde disait que c'est impossible. Mais là, physiquement, il n'y avait rien d'impossible. Il y avait juste un problème, je pense, d'ingénierie à résoudre, que lui a su résoudre avec ses équipes. Il a su s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est vraiment la force d'Elon Musk de fédérer du monde autour de lui. Il a su s'entourer des bonnes personnes qui ont su réaliser
réaliser l'impossible en fait, réussir à faire reposer une fusée sur ses pieds et de ce fait avoir une certaine notoriété et pour une certaine partie un certain avantage financier sur ses missions. Ouais, parce que le fait de faire se reposer les fusées, c'est pas pour faire joli. Non. En fait, ce qui est important quand tu fais reposer tes fusées, il faut comprendre que quand tu fais reposer tes fusées, ça va avoir un coût. Il y a encore certaines de ces missions où le lanceur va être perdu. Certaines missions où tu as besoin de tirer au maximum sur la capacité de la fusée, le lanceur peut être perdu. Mais sur la plupart de ces autres missions, et notamment ces missions à lui, parce que SpaceX est son propre employeur, entre guillemets, avec la méga constellation Starlink, et bien là, tu as besoin d'envoyer beaucoup de fusées. Donc si à un moment donné, tu peux récupérer ton lanceur, tu fais des économies là-dessus et tu peux le réutiliser pour augmenter ton nombre de lancements et faire des économies. Je sais plus de combien il a divisé le prix des lancements, mais je veux pas dire de bêtises, mais c'est par 10, par 100, je sais plus combien. En fait, c'est assez énorme et surtout, on va le voir, je pense, après dans la discussion, mais il est même en fait à des prix qui, lui, ne sont même pas rentables pour lui. Parce qu'on va voir le business de SpaceX, on va certainement en parler. Oh oui, on va en parler. Et le business de SpaceX, c'est un monde à part où Elon Musk a été incroyable là-dessus. C'est ce qui a fait, je pense, toute sa réussite aujourd'hui par rapport à SpaceX et par rapport à ses projets à venir. Alors vas-y, c'est quoi, genre, sa stratégie qui est contre-intuitive finalement? Alors la grande surprise entre guillemets que les gens n'ont pas forcément en tête à ce moment-là, c'est que SpaceX, c'est une start-up. C'est pas une entreprise qui est cotée en bourse. C'est encore vraiment une start-up. Donc elle va vivre de deux choses. Un, les levées de fonds, tout simplement. Et donc là, tu as besoin des investisseurs privés. Ou deux, et là c'est la chose vraiment, le génie je trouve de SpaceX, c'est vraiment là-dedans, c'est de réussir à vivre des subventions publiques. Et notamment des subventions de la NASA. La NASA lui a versé aujourd'hui, je crois, plus de 15 milliards ou 15 ou 19 milliards de dollars pour ces différents projets. La NASA est client, finalement. La NASA est client, et à la fois, en même temps, elle lui permet, en fait, de créer ses fusées à moindre coût. Parce que ce qui se passe quand tu crées une entreprise de lanceurs spatiaux, tu as énormément de R&D, tu as énormément de recherche à faire, et tout ça, ça a un prix qui va s'impacter, au final, sur tes coûts de lancement, donc sur les coûts que tu fais payer à tes clients quand tu veux leur faire lancer leurs satellites. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, les États-Unis ont commencé à sentir ils ont commencé à prévoir la fin de la navette spatiale qui a arrêté en 2011. Et ils ont commencé à lancer des appels d'offres pour justement étudier pour avoir en fait un lanceur privé capable d'envoyer des astronautes dans l'espace. Parce que si jamais ils n'avaient pas de capsule privée, il n'y avait aucune capsule qui était capable aux États-Unis d'envoyer des astronautes dans l'espace. La seule capsule qui existait dans le monde à cette époque-là, c'était la Soyouz, les Russes. Donc les Américains dépendants des Russes, c'était quelque chose qui leur plaisait moyennement. Et donc ils ont lancé des appels d'offres avec des beaux billets derrière, des beaux chèques à la clé, pour créer en fait une fusée et surtout une capsule qui soit capable d'emmener des astronautes dans l'espace. C'est comme ça qu'est née la fameuse Crew Dragon de SpaceX, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore en concurrence. Concurrence qui est vraiment loin derrière, mais la Starliner de Boeing, qui pareil, faisait aussi partie du pipeline. Mais c'est pas celle-là qui est bloquée dans l'ISS? Si, c'est à cause d'elle en tout cas qu'on sont bloqués dans l'ISS, et je crois que même que Boeing est en train de jeter l'éponge. On parlait de revente de projets, donc même pour l'instant Boeing, je pense qu'ils vont abandonner, et les seuls à bord capables encore d'envoyer des astronautes dans l'espace aux États-Unis, ce serait toujours du coup SpaceX avec sa Crew Dragon. Parce que parenthèse, tu me corriges sur les durées, mais donc ils sont partis. Donc dans l'ISS, il y a souvent des allers-retours de changement des rotations, de changement de crew. Et donc il y en a deux qui sont partis avec la capsule Boeing. Ils sont arrimés, nickel, tout va bien. C'est ça. Et les deux autres qui devaient repartir. En fait, non, ils devaient même pas repartir. Eux, c'était vraiment une mission privée, dans le sens où ils partaient avec une capsule et ils repartaient avec la même quelques semaines après. Ok. Ils restaient pas longtemps. Voilà, non, ils restaient vraiment pas longtemps. Bon, là, ça fait 8 mois qu'ils y sont. Voilà. Et donc, ils sont passés de pas longtemps, genre une semaine, à 8 mois. C'est ça. Et c'est pas encore fini. T'es content quand tu. C'est ça. Tu dis, chérie, je reviens dans une semaine. C'est ça. Là, en attendant, personne à la maison. Ouais, donc ils sont deux là-bas, toujours bloqués là-haut. Mais bloqués, c'est un bien grand mot. Oui, bloqués. Finalement, SpaceX est encore une fois justement le sauveur là-dessus, où ils ont envoyé une capsule. Leur capsule Crew Dragon est capable d'accueillir 4 passagers, mais ils ont envoyé à moitié en fait. Donc ils ont envoyé que 2 passagers en haut, et ils repartiront à 4, tout simplement. Voilà. Impressionnant. Et du coup, en fait, pour en revenir à ça, ce qui s'est passé, c'est que le financement ne vient pas des fonds privés de SpaceX, le financement vient de la NASA, qui du coup a aligné des billets énormes, des milliards même complètement, pour créer à la fois le lanceur Falcon 9, à la fois la Crew Dragon, et faire en sorte que SpaceX puisse créer sa fusée gratuitement, sur fonds publics. Et donc aujourd'hui, ce qui réussit en fait à SpaceX, qui remplit les poches de SpaceX, c'est beaucoup plus ses subventions et ses levées de fonds que finalement les vrais revenus de son activité principale. Ce qui est fou. Parce que la NASA paye à chaque fois, comme tu paierais un ticket de bus, elle paye les allers-retours entre l'ISS et le. C'est ça. Et puis surtout, elle a permis à SpaceX d'avoir sa fusée
créé aux frais du contribuable et qui lui ensuite peut utiliser pour ses propres besoins derrière. Donc forcément, il a un avantage commercial qui est indéniable sur ses concurrents et il peut se permettre de massacrer les prix. Et la NASA a fait ça parce que ça revient quand même toujours moins cher que de redévelopper une navette spatiale. Complètement, ou même un autre projet. En fait, un projet qui est développé par des fonds qui sont étatiques, c'est beaucoup moins flexible que par une entreprise privée comme SpaceX, dirigée par Elon Musk, qui est seul maître à bord, entre guillemets, et qui prend ses décisions rapidement et arbitrairement. Ouais, et puis quand on voit la lenteur de l'administration, j'imagine que... Voilà. Je connais pas aux États-Unis, mais j'imagine que c'est tout ça aussi... doit être le même genre. Ouais. Ok, et donc du coup, il arrive à financer sa boîte sur des fonds publics, tout se passe bien, mais quand même... Il y a quand même du génie, non ? Ah bah c'est sûr qu'il y a eu en tout cas des challenges. C'est pas juste de la subvention. Non. Donc la nouvelle fusée la plus grosse, donc le Starship. Ouais. Tu peux m'expliquer la comparaison entre donc celle dont on parlait avant, la petite, qui est déjà une des plus grosses, c'est ça, et le Starship. Bah encore une fois, on va reparler en capacité de charge utile, capacité de tonnage. Je parlais tout à l'heure de la Falcon 9 en LEO, donc Low Earth Orbit, orbite terrestre basse, 23 tonnes. Le Starship, c'est 100 à 150 tonnes prévues. Okay. Donc c'est beaucoup plus et surtout en fait des volumes qui seront beaucoup plus grands. Donc tu vas plus emmener les mêmes tailles de satellites. Tu vas pouvoir créer des projets qui sont nouveaux. Pour l'armée par exemple, avoir un tonnage, enfin la capacité d'envoyer beaucoup plus des satellites beaucoup plus gros dans le Starship, ça permettrait de créer des nouveaux types de satellites qui seraient encore plus performants pour observer leurs voisins par exemple. Ouais, donc là on est vraiment sur des satellites, enfin une capacité d'emport de trucs qui n'existent même pas. C'est ça, qui n'existent même pas, qui seraient énormes et qui surtout en fait ferait encore baisser les coûts du marché dans le sens où quand tu lances 50 satellites, tu as des coûts fixes qui sont répartis entre tes 50 satellites. Quand on lance 500, forcément tes coûts fixes ils sont répartis encore plus facilement entre tes 500 satellites et donc ça te fait faire des économies de marché, tout simplement. Je sais pas si les gens se rendent compte de la taille du truc, c'est-à-dire que quand on le voit à la télé, énorme. C'est la taille d'une tour, complètement, d'un immeuble, mais pas d'un petit immeuble. Ça fait 123 mètres. Ouais. 123 mètres, c'est colossal. Et donc rien que pour c'est une fusée en 2 étages. T'as le Heavy Booster qui est le lanceur, celui qui va donner l'impulsion au départ, qui fait 72 mètres, je crois, 73 mètres. Et t'as derrière le Starship qui fait une bonne cinquantaine de mètres aussi derrière. Donc c'est vraiment deux parties qui sont gigantesques. Qui tiennent en équilibre précaire. Ouais. C'est plus de 5000 tonnes ensemble. Hein. 5 000. On n'arrive même pas à imaginer. Non, on peut même pas imaginer. Ouais. Et les 95%, c'est des ergols. Hein. Oui. Donc des ergols, c'est du carburant. C'est du méthane liquide, parce que tu peux en stocker plus quand c'est du méthane liquide, sous forme cryogénisée, et de l'oxygène liquide. Voilà, carburant et comburant. C'est ce qu'on appelle les ergols. C'est pour ça qu'il y a cette fumée blanche avant le lancement. Exactement. Parce que le truc est refroidi. On le refroidit le plus possible pour faire en sorte qu'en fait, plus les ergols sont refroidis, plus ils vont rester sous forme liquide longtemps. Et donc on stocke beaucoup plus de liquide qu'on stocke de gaz dans un réservoir. Donc c'est pour ça en fait que si on veut pouvoir envoyer nos fusées là-haut, on a besoin d'énormément de carburant. Donc on le refroidit au maximum pour en stocker plus dans le réservoir. Et c'est ça ce qui fume, c'est justement le fait que ça se réchauffe et que ça se mette à prendre un peu plus de place dans les réservoirs. Et donc on fait ressortir ce gaz qui s'est déjà transformé de forme liquide à forme gazeuse pour éviter d'avoir une surpression dans les réservoirs. Ah, c'est un évent en fait qui va sortir. C'est exactement ça, c'est un évent. Et du coup, on remplit derrière en liquide cryogénique toujours pour garder les réservoirs au max du max jusqu'à la dernière seconde. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a le bras qui tient les fusées qu'on voit tout le temps dans les films et en réalité qui se détache au dernier moment. Au dernier moment, vraiment pour optimiser au maximum la quantité de carburant dans les réservoirs. Ok, donc tu fais le plein jusqu'à la dernière seconde. La dernière seconde. Donc, quand les moteurs s'allument, le truc est toujours branché. C'est ça. Et c'est pour ça même que SpaceX a dû tout réinventer en fait là-dessus, parce que pour créer cette nouvelle fusée elle est même plus grosse que la Saturne V qui a envoyé les astronautes sur la Lune dans les années 69 à 72, hein. Donc plus grosse et plus puissante, donc tu es obligé de tout réinventer. Vu que tu dois réinventer la tour qui va être connectée à ce monstre, en fait c'est vraiment un mastodonte, hein. Tu dois réinventer les infrastructures au sol, la table de lancement qui va supporter la pression et le feu des 33 Raptors. Donc les Raptors, c'est les moteurs de cette fusée. C'est juste inimaginable en fait cette force de ces Raptors. Oui, bien sûr, parce que c'est la fusée pas que la plus lourde et la plus grande, mais aussi la plus puissante. Ah ouais, de loin. J'avais vu sur ta chaîne le tout premier vol d'essai. Donc la première fois où on balançait les 33 moteurs, et encore même pas à fond. Sur du béton. Ouais, sur du béton. Donc il n'y avait pas la table, il n'y avait pas... C'était pas fait pareil. Le béton explose. Ça a été l'apocalypse en dessous. L'apocalypse. Ils auraient pu tout faire péter en fait, sur ce premier vol. Alors qu'il y a je sais pas, 1m50 de béton. Le truc explose, part à 200 mètres. C'est genre... C'était fou. C'est inimaginable. C'est une bombe. Pour te dire, j'ai même encore un de ces morceaux de béton dans mon décor qu'un abonné m'a renvoyé en allant là-bas. Est-ce que tu as une tuile thermique de la... Non, j'en ai pas encore. C'est trop lourd pour envoyer par la poste. Faut en acheter une sur Amazon. C'est ça. Il y a des petits malins qui en vendent suite à la dernière... comment il appelle ça, Elon Musk, la RUD.
Le Rapid Unscheduled Disassembly. C'est ça, Rapid Unscheduled Disassembly, ouais. Donc le désassemblage rapide et non contrôlé. Non contrôlé, ouais. Non attendu, c'est ça. Donc une explosion, quoi. Ouais. Et donc oui, il y a des tuiles thermiques et plein de morceaux de fusée qui sont tombés jusqu'au sol et les gens les ont ramassés en souvenir. Et il y en a certaines qui sont retrouvées sur Amazon, sur eBay, etc. T'as des collectionneurs là-dessus qui sont prêts à payer des fortunes pour ça. Ouais. Donc, je t'avoue que j'ai 2 doigts de me laisser tenter par une tuile thermique, mais tu sais jamais si c'est vrai ou faux. Ouais, c'est ça le problème. J'imagine qu'il y a des arnaques, etc. Mais je pense que moi, j'aurais la possibilité, je pense, d'en avoir si jamais j'envoyais des gens là-bas sur place. J'ai beaucoup d'abonnés qui y vont et qui se feraient un plaisir de ça, mais je pense que ça a tellement de valeur qu'à un moment donné, non, ils penseraient pas d'abord à leur youtubeur préféré, forcément, ils penseraient d'abord à l'un d'entre vous a une tuile de trop, Quentin et moi, on en prend une chacun, on saisit le truc. Ok, alors attends, si je reviens sur donc on est sur quelque chose de totalement nouveau, il a fallu tout réinventer. Certaines personnes disent qu'Elon Musk, c'est le mec le plus doué du monde en ingénierie et en processus de fabrication. Parce que il a construit la fusée, mais il a fallu construire l'usine pour construire la fusée. Il a fallu construire le hangar pour tenir la fusée. Ça n'existait pas, un truc aussi grand avec des portes qui s'ouvrent, etc. C'est n'importe quoi. Et en fait, il a créé tous les process. Il a créé beaucoup maintenant, attention aussi, c'est qu'il ne peut pas tout faire tout seul aujourd'hui. Il a besoin d'une armée d'ingénieurs qui sont vraiment derrière lui, à le soutenir corps et âme là-dessus, et qui font des miracles derrière. Donc oui, Elon Musk, clairement, au niveau de la technique, il est très très bon, et il est épaulé derrière par d'autres personnes qui sont peut-être même encore meilleures que lui là-dessus, mais qui soutiennent son projet et qui l'aident à rendre ça vivant, en fait, clairement. T'as en tête combien ils sont dans la boîte ? Non, ils sont plusieurs milliers. Question piège, ouais. Oh, non, je l'ai pas en tête, mais franchement, c'est plusieurs milliers. Ouais, quand on voit comment ça fourmille sur ta chaîne, on voit souvent des plans de drones, etc., aériens. Et tu vois que ceux sur la Starbase, donc au Texas, parce qu'ils ont plusieurs sites. C'est hallucinant, ils sont plusieurs milliers de personnes, il y a des bagnoles partout. SpaceX, c'est aujourd'hui, je crois que c'est une entreprise qui aujourd'hui vaudrait 200 milliards à peu près. C'est colossal. Une des plus grandes entreprises du monde. C'est ça. Le jour où ils vont s'introduire en bourse, ça va être intéressant. Ah, ça va être game changer. Ouais. Et le problème, c'est qu'à mon avis, il faudra pas acheter. Je suis désolé pour les gens, mais ça sera. C'est maintenant que c'est intéressant, en fait. Bon, bref. C'est vrai. Il faut réussir à rentrer en private equity, mais tu sais que tu as des possibilités si tu travailles chez SpaceX. SpaceX vend des actions de l'entreprise à ses employés, parce qu'il a besoin de liquidité à un moment donné pour faire tourner tout ça. Ouais, il y a des plans de vesting, etc., mais ils peuvent vendre à certains intervalles une partie, etc. Ouais. Peut-être à étudier. Mais pour revenir sur l'ingénierie, en fait, les gens se rendent pas compte, si tu t'intéresses pas un peu au truc, à quel point c'est compliqué. Genre, tout est compliqué. Oui. Genre, par exemple, un réservoir, donc tu parles des fameuses ergols. Ok, quand la fusée est au sol, facile. Gravité, le réservoir, les ergols sont là, hop, on balance le truc. Mais quand donc les 2 étages se détachent, tu vas l'expliquer mieux que moi, et que le bordel arrive dans l'espace, eh ben on est en apesanteur. Ouais. Et du coup, ça marche plus pareil. Non, ça marche plus pareil, et ça reste même un petit problème sur les années à venir, parce que on a besoin, si on veut envoyer le Starship sur la Lune, ou vers Mars un jour, espérons-le. On va en parler après de ça. Eh bien, tu as besoin, en fait, de... Enfin, il est vide, en fait, au moment où il arrive dans l'espace. Il a cramé tous ses ergols, déjà, ou quasiment vide, pour monter jusque l'orbite à 28 000 km/h. Et donc, à un moment donné, il faut le ravitailler. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu n'as plus le moteur qui tourne, les ergols ne sont plus plaqués au fond des réservoirs. Ils vont voyager librement. C'est ça, ils vont flotter à l'intérieur. Et donc, tu as besoin d'avoir une certaine technique derrière pour faire en sorte déjà que ces ergols soient replaqués vers les réservoirs au moment où tu veux rallumer tes moteurs. Il faut déjà mettre un petit coup d'accélération pour démarrer. En fait, tu as plusieurs méthodes à l'intérieur qui sont faites, qui sont propres à SpaceX, que même moi, je pourrais pas décrire là-dedans. Okay. Mais en gros, tu as des petites techniques qui font que les ergols resteront au niveau des vannes pour être absorbés par les moteurs. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, après, tu vas devoir inventer des nouvelles techniques, parce que tu vas devoir ravitailler en orbite ces vaisseaux. Il n'y a pas de station-service. Ah non, il n'y a pas de station-service, donc tu dois faire décoller d'autres vaisseaux du sol qui vont eux aussi arriver avec assez peu de carburant, les transférer sur la fusée qui va repartir. Et tout ça, ça reste extrêmement énergivore, entre guillemets. C'est ce qui est critiqué sur le Starship. Mais si tu veux à un moment donné remplir ton Starship à plein avant de repartir vers la Lune ou vers Mars, tu as besoin entre 8 et 10 ravitaillements depuis le sol. Parce qu'ils arrivent tous presque vides eux aussi. C'est ça. C'est le gros problème. Donc là, on est vraiment en fait sur de la réutilisation de lanceurs qui va être vraiment optimisée au maximum pour pouvoir permettre ce type de folie des grandeurs, j'ai envie de dire parfois, mais qui nous fait bien rêver quand même. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça que le défi d'ingénierie est si important en fait. Parce que en fait, chaque micro-étape dont on parle ne peut pas arriver sans celle d'après. C'est-à-dire qu'on veut aller sur Mars, il faut faire le plein du bordel.
parce qu'il est vide. Ouais. Mais pour faire le plein, faut en envoyer plein. Ouais. Pour en envoyer plein, faut qu'ils puissent se poser et que ça soit pas trop cher pour qu'on puisse les renvoyer tout de suite, faire des rotations. Exactement. Et ainsi de suite, en fait. Ouais. Pour les faire décoller, il faut renforcer le truc. Il faut plusieurs bases, parce que même des fois, si t'as un seul pas de tir, ça va pas assez vite. Enfin, Non, c'est toute une ingénierie derrière et une infrastructure qui est énorme. Des fois, j'ai l'impression que mon émission, le journal de la Starbase, le mercredi et le samedi, des fois, je parle de BTP, en fait. Parce qu'on est vraiment en train de parler de toutes les contraintes qu'une entreprise comme SpaceX a pour réussir à rendre ce projet vivant. Rien que les norias de camions. Tu peux expliquer le camion, là ? C'est fou. Je sais pas combien un camion transporte de méthane dans son réservoir. Donc les gros camions de citernes, quoi. De toute façon, avant un lancement, tu les vois, ils tournent tout le temps, non-stop. Ça remplit les citernes non-stop. Donc ils sont même obligés de rajouter des réservoirs pour prévoir des lancements plus fréquents, plus réguliers. Donc ça reste même un problème. À un moment donné, on va dire, l'autoroute, la fameuse Highway 4, comme ils appellent ça, juste autour de la Starbase, elle ne sera pas suffisante pour accueillir autant de camions. Donc on va devoir trouver d'autres moyens de produire du méthane, d'autres moyens de produire de l'oxygène liquide. Tout est un casse-tête, le moindre truc. Tout. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de lancements. Ah ok, c'est 400 camions dans la journée. Et tu repars de zéro. Vraiment, en fait, c'est ça le truc, c'est comprendre, c'est que tu dois repartir de zéro. C'est-à-dire, on sait créer des fusées aujourd'hui, on sait envoyer des fusées dans l'espace, on sait envoyer des fusées sur la Lune. Mais on sait pas envoyer un Starship. On doit tout recréer, tout de zéro. Et c'est ça qui est fou. Il parlait même de faire une usine de méthane sur place pour arrêter de faire des camions. C'est ça. Ils ont en fait déjà une usine qui permet d'absorber l'air. C'est-à-dire que dans l'air, tu as plein de composés, comme notamment l'oxygène. Ouais. Et on utilise aussi beaucoup d'azote sur place, parce que l'azote, c'est assez facile à cryogéniser. Et donc, tu vas l'utiliser pour tous les tests, pour combler des réservoirs vides, tu vas utiliser de l'azote liquide. Et donc, dans l'air, tu as de l'azote, tu as de l'oxygène, et donc on essaye de liquéfier tout ça pour faire en sorte d'absorber dans l'air les composés dont tu as besoin. Tu n'as pas de méthane, malheureusement. Mais rien que ça, déjà, tu pourrais le récupérer avec cette usine, qui est malheureusement aussi très énergivore. Donc, c'est pas encore... ils sont pas encore fixés sur leur méthode, sur leur procédé final de production de ces ergols ou de stockage de ces ergols pour les ramener. Et l'énergie, genre ils sont connectés au réseau électrique. Ouais, ils n'ont pas encore de centrale nucléaire sur place. Non, pas encore. Ils sont capables. Les États-Unis, après, c'est quand même un pays où tu as beaucoup d'hydrocarbures et autres, donc ils se servent de tout ça, mais ouais, c'est sûr que les écolos sont pas trop là-bas. et il a une... Enfin, ils au pluriel, en fait, parce que c'est pas que lui, en effet. Même si... pour suivre un peu ta chaîne, j'ai quand même l'impression qu'il est quand même très là et qu'il les fouette au quotidien. C'est impressionnant. Ils ont une plasticité de fou. C'est-à-dire qu'ils construisent un truc, parfois monumental, 2000-3000 mètres carrés, et puis plus tard, mais pas longtemps plus tard, 3 mois, 4 mois plus tard, ils se rendent compte qu'il faut la place, parce qu'on va mettre un autre truc, et ils détruisent. Ouais, c'est fou, hein. Et ça a été le choix initial de SpaceX qui n'a peut-être pas été très judicieux, ça a été de se mettre dans une lagune. En fait, Boca Chica, c'est une lagune à cet endroit-là, et donc ils ont eu un terrain pour très très peu cher là-dessus, avec de la main-d'œuvre à proximité, il y avait tout ce qu'il fallait pour développer une base, sauf que le problème c'est qu'ils n'ont pas anticipé le fait qu'ils allaient grossir si vite, qu'ils allaient avoir besoin de grossir autant. Et la lagune, tu peux pas l'agrandir à l'infini, tu es obligé de respecter le dépôt de sédiments qui va petit à petit faire agrandir cette lagune tout doucement, mais trop lentement pour SpaceX. En plus, c'est une réserve naturelle, je crois. C'est ça, t'as toute cette histoire de réserve naturelle, t'as la frontière avec le Mexique, vraiment juste à côté, t'as le Rio Grande à cet endroit-là. Donc, ils sont vraiment embêtés à cause de ça. Et ça pose des problèmes parce que du coup, même pour créer d'autres pas de tir, il va pas les créer là, il va les créer en Floride, sur les pas de tir du KSC, le Kennedy Space Center. Tu peux raconter l'histoire? Donc, ils achètent du terrain petit à petit aussi pour essayer de s'agrandir, et il y a un irréductible gaulois. C'est ça. Ça, c'est incroyable. T'en avais un qui avait un petit lopin de terre, qui ne leur a jamais vendu ce petit lopin de terre, même avec des chiffres à beaucoup de chiffres, des sommes à beaucoup de chiffres, et là il a finalement cédé. Enfin, ça y est, il a quand même revendu, mais alors je pense que le mec il a fait la meilleure vente immobilière du secteur. Ça, mais c'était trop drôle, parce que ça faisait quoi? Ça faisait... Je saurais même pas dire quelle 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. C'était vraiment un carré d'herbe, quoi. Mais au milieu d'un parking, d'un truc, quoi. Mais c'était une zone hyper stratégique, parce qu'en fait c'était au milieu de tout, donc tu pouvais construire plein de choses. Et ils ont construit tout autour, c'était trop drôle. Donc ils ont dit, tu veux pas vendre? Tu sais quoi? On met une clôture, et ils ont construit tout autour des usines, des camions, des machins, et le gars il avait son lopin de terre. Mais finalement il y avait juste un lopin de terre, il y avait rien. Oui, il y avait rien, il y avait pas de maison, il y avait rien. C'est pas genre un mec qui s'est fait exproprier, il avait 200 mètres carrés d'herbe, quoi. C'est ça, ouais. Et il en a bien profité, et bravo à lui, parce que là, lui, au niveau de l'immobilier, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Appel à témoin, toi, je veux t'interviewer. C'est vrai. La résilience du gars était forte, parce que je pense que devant toutes les annonces chiffrées qu'il a dû voir, à un moment donné, ne pas vendre. Bon, c'est tout, il y a des irréductibles comme ça, où il ne s'intéresse pas à l'argent, mais là, franchement. Ok, alors attends, on retourne dans l'espace. Ouais.
on fait le plein. Admettons qu'on arrive à faire le plein. Ouais, je pense que ça va être une des technologies qui physiquement n'est pas impossible à gérer. Hein. On devrait le voir dans les prochains vols. Mais là, ils sont en train de faire les essais, etc. Ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 Starships, donc 2 fusées. Là, je fais les ferais déjà mis. C'est ça. Et donc, on va les coller, et ça. on va transférer. On va transférer les ergols, donc il faut encore qu'on invente cette méthode de transfert d'ergols, parce que pareil, tu n'es plus t'es en apesanteur, t'as plus de moteur qui tourne, donc les ergols ils flottent librement dans les réservoirs. Pour les pomper. C'est ça. Je pense qu'ils pourront faire une petite mise en rotation. Quand tu fais une mise en rotation, tu vas les plaquer par force centrifuge sur les extérieurs, et à partir de là, si tu as des tuyaux entre guillemets d'aspiration à cet endroit-là, tu vas pouvoir. Donc le truc va tourner sur lui-même. Je pense, ouais. Ou après, peut-être même un tout petit, un léger en fait. Petit coup de boost pour tout boost. plaquer. Exactement. Il y a plein de possibilités. Maintenant, il faut trouver la méthode qui va fonctionner. Et ça reste encore à inventer. Et c'est SpaceX qui va l'inventer de toute façon, par rapport à son besoin. Donc, quand ils vont maîtriser ça, donc là, c'est les tests en cours. Ouais. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps. C'est quoi l'étape d'après ? La logique, l'étape d'après, c'est la Lune. Ok. C'est Artemis. Parce qu'en fait, bon, il faut bien comprendre aussi une chose. Je vais quand même remettre les choses dans le contexte. SpaceX, le Starship, encore une fois, il est financé en grande partie par la NASA, parce que le Starship a été désigné comme atterrisseur lunaire pour la mission Artemis 3. Donc Artemis 3, c'est le programme spatial qui va nous ramener sur la Lune, qui normalement devait déjà nous ramener l'année dernière. Bon, c'est pas le cas, on est en retard. On est bien en retard. Ouais, Elon, il dit toujours on y va l'an prochain, et puis on se rend compte que... C'est ça. Et ça a été quand même une grosse surprise d'avoir ce Starship comme vaisseau comme atterrisseur lunaire. Parce que le Starship n'est absolument pas désigné pour ça. Le Starship, c'est un outil qui est fait pour envoyer de très lourdes charges en orbite basse, point. Là, en fait, pourquoi c'est pas fait du tout pour la Lune ? C'est pas tout simplement, c'est un grand crayon. Tu imagines quand tu dois réussir, quand t'es gamin, tu sais, t'essaies de poser un crayon sur la table et faire en sorte qu'il tienne en équilibre. C'était très compliqué. Alors que tu prends un mug ou une boîte, tu la poses sur la table, elle tient facilement parce qu'elle est large. Oui, c'est la section du truc. Voilà, c'est ça. Là, c'est hyper étroit, c'est 9 mètres de diamètre et c'est 120 mètres de haut. Enfin, 120 mètres, non, parce que tu vas poser que le Starship, c'est un bon 50 mètres de haut. Donc, t'as quelque chose qui n'est pas stable du tout sur la Lune. La Lune en plus c'est quelque chose de, enfin c'est pas lisse, c'est régulier. T'as des cratères partout, donc faut réussir à te poser exactement à un endroit qui est très très droit, très très plat, pour ne pas que tu viennes à basculer. Donc le Starship n'est absolument pas fait pour se poser sur la Lune à la base. Et pourtant il a quand même été désigné là-dessus. Ok, donc il a eu le contrat. Il a eu le contrat. Donc ça c'est la prochaine étape. Ouais, c'est la prochaine étape, c'est même là-dessus que la NASA l'attend aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de la NASA qui commence à perdre patience ? Après. Il y a eu aussi des magouilles là-dessus, dans le sens où la personne qui d'ailleurs était en charge du choix de l'atterrisseur lunaire, Katie Luders à l'époque, c'est elle qui a décidé que ce serait le Starship, contre toute attente, plutôt qu'un autre atterrisseur beaucoup plus petit, un peu plus semblable au LEM des missions Apollo. Et il faut savoir que Katie Luders a démissionné dans la foulée et allait bosser chez SpaceX juste après. D'accord. Voilà. Nous n'avons rien vu. Ouais, et puis en plus, là, Elon, maintenant, en mode super pote avec Trump et l'administration, j'imagine que bon. Ils sont très très bien. Non, mais là, il a très très bien placé ses pions là-dessus. Et à tel point d'ailleurs que la NASA, derrière, juste après que Katie Luders soit partie, ils ont tout de suite relancé des appels d'offres, avec notamment Blue Origin et autres, pour leur créer un atterrisseur pour les missions d'après, donc les missions 4, 5 et 6, où là, c'est Blue Origin qui a en partie eu les contrats. Et, donc Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est ça. Blue Origin, c'est Jeff Bezos. Pour créer lui aussi un atterrisseur. Est-ce que ce sera cet atterrisseur-là qui sera utilisé pour Artemis 3 un jour ? Normalement non, mais en tout cas ils assurent leurs arrières avec ça. Parce que Jeff Bezos, c'est quand même pas mal ce qu'il fait avec sa fusée aussi. Ça commence à donner du bon là, ils ont avec Blue Origin et leur, comment elle s'appelle, la New Glenn. Ouais, ils envoient des gens un peu en touriste, etc. Alors ça c'est la New Shepard celle-là, ouais, c'est encore. Ah, c'est une autre fusée. Ouais. La New Glenn c'est. Ils ont trop de fusées. Ah oui. La New Shepard, c'est vraiment la petite fusée de tourisme spatial de Jeff Bezos, qui d'ailleurs... Ça marche, hein. Ça marche, elle est d'ailleurs capable de réatterrir aussi à la verticale. Ouais. C'était même d'ailleurs la première, elle était là avant celle de SpaceX, mais elle s'est pas démocratisée comme la Falcon 9. Et donc, Jeff Bezos envoie des touristes dans l'espace à 100-110 km d'altitude, juste à la frontière de l'espace, qui est 100 km, la ligne de Kármán. Et ouais, c'est quelque chose qui marche bien, c'est quelque chose qui est critiquable pour certains, mais en tout cas, on peut envoyer des personnes dans l'espace pendant une quinzaine de minutes avant de retomber sur Terre. Alors justement, les critiques, tu dis que c'est critiquable. Il y a plein de gens qui critiquent l'espace, qui disent deux choses. La première, c'est ça pollue. Ouais. Et la deuxième, c'est à quoi ça sert. Ah. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer ? Ça, c'est toujours le sujet très délicat. En fait, le spatial est partout aujourd'hui. Et c'est ça, les gens s'en rendent pas compte. Rien que dans nos téléphones, aujourd'hui, on va utiliser des technologies qui vont nécessiter des satellites. Nous, en France, on est quand même bien équipés au niveau de l'infrastructure, au niveau de la fibre, mais une grande partie aujourd'hui dans le monde de satellites, de l'Internet, ça passe quand même par satellite, que ce soit en haut débit ou pas en haut débit. Tu as besoin de la météo, c'est des satellites. Tu as besoin du GPS,
c'est des satellites. Tu as besoin de télécommunications, de la télé. Parfois, tu avais encore la télé par satellite avant que ce soit la fibre. Donc, tu avais des satellites géostationnaires qui étaient au-dessus de ton pays et qui t'envoyaient les ondes. D'ailleurs, tu devais placer ta parabole vers ce satellite au final. Qu'est-ce que tu as encore d'autre? Le militaire, c'est terrible, hein, tous les satellites d'observation de la Terre. Ouais, toutes les recherches scientifiques et toute la défense, etc. Ouais. Et puis, il faut bien se dire aussi une chose, et ça, c'est assez hypocrite, c'est que t'en as beaucoup aussi qui vont râler sur le côté polluant. Mais toute cette pollution, comment est-ce qu'on est capable de voir un petit peu tout ce qui est en train de transformer notre planète? C'est aussi énormément grâce à nos satellites d'observation de la Terre. C'est eux qui nous disent un petit peu l'eau est en train de monter, attention, on a du déboisement à cet endroit-là, on le voit bien par nos vues satellites. La composition de l'atmosphère qui est étudiée, c'est nos satellites aussi, parce que par rapport à des stations au sol, en ayant des satellites, tu as beaucoup plus d'informations sur un réseau beaucoup plus large. Donc les satellites sont partout dans nos vies. Et c'est malheureusement oublier un petit peu tout ce que le spatial a apporté sur Terre. Le spatial, aujourd'hui, sans le spatial, on n'aurait pas les couvertures de survie. Couverture de survie, à l'époque, c'est ce qui équipait ce qui protégeait nos satellites des différentes températures. Les équipements des pompiers, c'est quelque chose qui parle un petit peu. Les équipements de pompiers sont améliorés aussi grâce aux combinaisons des astronautes. Les verres anti-griffes, entre guillemets, de nos smartphones ou de nos lunettes, ça vient aussi des casques des astronautes pour éviter qu'ils soient abîmés. Enfin, tu as plein de technologies aujourd'hui qui viennent du spatial. Qui découlent une première innovation du spatial et ensuite, j'imagine dans les télécommunications, la façon de transmettre l'information. Évidemment, on a des sondes qui nous envoient des photos depuis des milliards de kilomètres. C'est fou. Ouais. Non, c'est le spatial en fait, c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est pas du tout, ça sert à plein de choses aujourd'hui et les gens s'en rendent juste pas compte parce que c'est pas du concret pour eux, ils ne le voient pas, mais de toute façon il se passe aussi parce que parfois ils ne savent pas comment ça fonctionne. Alors pourquoi on retourne sur la Lune? C'est quoi le but? Ah, ça c'est une bonne question. Ouais. À l'époque, quand on était allé sur la Lune, c'était pour faire les gros bras, c'était pour montrer qu'on était les meilleurs par rapport à la guerre froide, Union soviétique et américains. Aujourd'hui, on y retourne parce que forcément, on a envie d'aller plus loin. Et on vise justement la fameuse planète Mars. On aimerait bien, comme dit Elon Musk, devenir une espèce multiplanétaire. Sauf qu'on se rend compte que quand on laisse les astronautes plus de 6 mois sur l'ISS, sur une station spatiale, 6 mois, 1 an, on se rend compte qu'ils ne reviennent pas toujours vraiment en forme. Leurs muscles s'atrophient, donc ils perdent de la masse osseuse, de la masse musculaire, leurs os également s'abîment, leur circulation sanguine ne va pas très bien, ils perdent un peu la vue aussi parce que le sang monte plus au niveau du cerveau, tu fais pression sur le nerf optique, et puis tu prends des radiations aussi dans l'espace. Et donc tout ça, on se rend compte que si on envoie après des missions vers Mars, on est parti pour beaucoup plus longtemps que des missions pour l'ISS ou pour la Lune. C'est genre 2 ans de voyage. Minimum. Parce qu'en fait, tu as 6 à 9 mois de voyage aller, 6 à 9 mois de voyage retour, et puis tu es obligé d'attendre une configuration spécifique des planètes pour pouvoir les renvoyer sans cramer tout ton carburant. Donc tu es entre 2 et 3 ans de voyage minimum pour un voyage vers Mars. Et 2 à 3 ans de voyage aujourd'hui, sans aucune protection contre les radiations notamment, donc les rayons cosmiques, tu es certain d'avoir une durée de vie qui va être extrêmement diminuée une fois de retour sur Terre, si tu reviens. Donc parfois même tu vas développer des cancers bien avant ça, quoi. Donc aujourd'hui on n'est pas capable de l'envoyer, entre guillemets, on n'est pas capable de faire revenir des hommes, des humains qui iraient sur Mars. Mais en bon état. En bon état, voilà, c'est ça, on n'est pas capable. Parce que déjà on n'est pas capable de les poser à la surface, je pense aujourd'hui, mais on n'est surtout pas capable non plus de les faire revenir. Donc ça c'est le gros problème. Donc la Lune, pourquoi on y retourne? Pas tout simplement parce que la Lune, tu imagines, c'est que 384 000 km de la Terre, c'est la porte d'à côté, quand Mars en moyenne est à plus de 50 millions. C'est la porte d'à côté, tu y es en 3 jours de voyage, t'as pas d'atmosphère, t'as pas de protection contre les radiations non plus, donc tu es obligé de développer toutes les technologies dont tu vas avoir besoin pour aller vivre sur Mars, ou ailleurs au final. Et donc la Lune, c'est en fait un super terrain d'entraînement pour tout ça. Et t'en as aussi qui commencent à clamer que tu peux avoir certaines ressources que tu n'as pas ailleurs, que tu n'as pas sur Terre. Notamment, on parle de l'hélium-3, la Chine s'y intéresse beaucoup, qui serait très utile pour avoir une fusion nucléaire propre, dite propre. Bon, ça reste encore à démontrer, mais l'hélium-3 est présente en toute petite quantité sur donc la on Lune. pourrait miner la Lune comme dans les films, quoi. On va la miner, c'est ça, le but ce serait ça. Est-ce que c'est réaliste? Ça reste encore à prouver. Le bordel monstre, c'est parce que c'est pas une fusée qu'il faut poser, c'est des milliers. Des milliers de fusées. Ouais, pour emmener assez de matériel. Et c'est là où on va parler justement de pollution sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas avec nos 200 ou 300 fusées qu'on va vraiment parler d'un impact écologique qui est fort. Il y a un impact. Attention, chaque fusée qui est envoyée, surtout en fonction de son type de carburant, va polluer l'atmosphère. Mais le nombre de lancements fait qu'aujourd'hui, ça reste négligeable. On va dire que la pollution aujourd'hui apportée par les fusées, ça doit être 0,5% de la pollution qui est créée par l'homme aujourd'hui. Donc, c'est pas rien, mais c'est pas non plus la catastrophe. Par contre, demain, si on commence à mener des projets comme ça, de base
sur la Lune de base sur Mars, ou pire encore, c'est notamment qui est dans le giron de beaucoup, c'est les méga-constellations, méga-constellations comme Starlink. Ça va nécessiter des milliers d'envois de fusées chaque année. Et là, par contre, le chiffre commence à grossir. Et là, par contre, ça commence un petit peu à grincer des dents. Parce que tout le monde, je fais une parenthèse méga-constellation. Ouais. Donc une méga-constellation, c'est, comme son nom l'indique, plein de satellites qui font la même chose autour de la Terre. Un maillage de satellites. Un maillage. Et c'est ce que fait Elon et SpaceX avec Starlink, Entre autres. qui permet de balancer Internet à tout le monde, n'importe où, n'importe quel point du globe. Internet à haut débit. C'est ouais. surtout ça la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un gamer pourrait, entre guillemets, logiquement, jouer via du Starlink. Donc, ce ne sera pas le top, mais ça restera tout à fait utilisable. On parle en milliers de satellites. On parle en dizaines de milliers. En dizaines de milliers de satellites. La méga constellation Starlink à elle seule, c'est la plus grosse méga constellation qui est prévue aujourd'hui. C'est plus de 40 000 satellites. Et même si ce n'est Enfin, comme je disais, c'est la plus grosse, mais c'est pas la seule. On a aussi le projet Kuiper d'Amazon, de faire plusieurs... parce que maintenant, tout le monde veut sa méga constellation. Tout le monde. Il y a un chiffre d'affaires énorme à les prendre. D'ailleurs, Starlink est en train de cartonner de plus en plus aujourd'hui. Mais tu as Amazon, tu as OneWeb, tu as aussi les Chinois avec Guogang. Enfin, tu as plusieurs méga constellations qui sont prévues dans le monde, qui vont représenter à peu près 70 000 à 80 000 satellites. 70 000 à 80 000 satellites, c'est un chiffre que je balance comme ça, mais qui, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça représente, si on oublie toutes les méga-constellations, depuis les débuts de l'ère spatiale, donc il y a 60 ans, on a envoyé à peu près 8 000 satellites dans le monde. Si on oublie, en 60 ans. En 60 ans, si on oublie les méga-constellations. Ok. Et demain, on va en envoyer près de 80 000 sur une très très courte période de temps, et surtout, comme ces satellites, ils sont prévus pour faire de l'Internet à haut débit, ils doivent rester en orbite très basse. Là où tu as encore en fait des résidus d'atmosphère qui vont les ralentir. Donc tu as besoin régulièrement de rehausser leur altitude en cramant quelques ergols que le satellite a à sa disposition, mais qui vont faire en sorte qu'il a une durée de vie qui sera très courte. Donc tous les satellites, les 80 000 satellites qu'on va envoyer là-haut, seront à durée de vie courte, ce sera des satellites Kleenex, entre guillemets, et ils vont avoir une durée de vie de 5 à 6 ans. Okay. Donc, tous les 5 à 6 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas renvoyer. Tu vas renvoyer 10 000 à peu près, donc sur les 70 000. Donc si tu comptes un petit peu là-dessus, même 12 000. Donc 12 000 satellites, sachant que tu en as envoyé que 8 000 depuis le début de l'ère spatiale, hors méga-constellation, ça fait... Là tu te dis tout de suite, c'est complètement démesuré en fait. Donc ça peut devenir significatif en termes de pollution. Ça va le devenir, parce qu'en fait ça va être une réalité aujourd'hui, c'est parti en fait. Donc ça va devenir significatif, et ça va poser aussi d'autres problèmes qu'on n'imagine pas non plus, et au niveau de la couche d'ozone. Parce qu'en fait, tous ces satellites, quand ils retombent dans l'atmosphère, ils vont retomber à plus de 28, enfin, à un petit peu moins de 28 000 km/h, mais ils vont retomber en brûlant dans l'atmosphère. Et ça va principalement créer, des oxydes d'aluminium, je ne sais plus exactement quel état, mais ça va un dérivé de l'aluminium qui va rester dans la haute atmosphère et qui va accélérer, qui va catalyser la réaction qu'a le chlore sur la couche d'ozone. Donc, catalyser la destruction de la couche d'ozone. Et donc, quand tu as 1, 2, 3 satellites qui se crament, c'est pas grave. Mais quand on a 1000, voire 10 000 par an qui vont venir à cramer, là, ça va devenir réellement problématique. Et on va retrouver, en fait, on va perdre tout le bénéfice de l'arrêt des CFC qu'on avait eu avec l'accord de Montréal, je crois, en 87. Donc on va tu auras un nouvel accord probablement de dire ok, faut que les satellites crament plus dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y aura un accord là-dessus ? Parce que par exemple, quand on voit les États-Unis, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, pour essayer d'effacer un petit peu toutes les données environnementales et autres, tu vois, je pense que c'est peut-être en prévision de tout ça. Hein. Donc on sait pas, c'est assez chaud, mais en fait, ce qui se prévoit, c'est que ça va devenir une véritable bombe à retardement. Et ça, ce qui est dommage, parce que c'est un petit peu le dark side de l'exploration spatiale, qui est pourtant magique et qui fait rêver beaucoup d'entre nous sur tout le reste. Il n'y a pas de norme de dire les satellites, plutôt que les faire brûler, on fait autre chose, on les balance plus loin ou... En fait, si tu veux les balancer plus loin, tu es obligé de cramer des ergols, et ergols que tu n'as plus forcément à disposition, ou qui justement coûteraient trop cher, qui modifieraient encore une fois la structure de ton satellite, donc c'est pas fait du tout pour ça. Les seuls satellites qu'on évite de faire retomber sur Terre, c'est vraiment les satellites qui sont placés très haut, donc en orbite géostationnaire. On va les faire remonter un petit peu pour les mettre sur ce qu'on appelle une orbite cimetière, donc là ils vont rester là-haut à un peu plus de 36 000 km d'altitude, et ils vont rester là ad vitam aeternam, pratiquement. Bon, là-bas, il y a de la place. Il y a de la place, exactement. Alors qu'en orbite basse, ça devient un petit peu saturé. Il y a des problèmes de collision et autres qui peuvent arriver. Bon. C'est un vrai micmac, de toute façon, le spatial là-dessus. Hein. T'as vu, à chaque fois, ce qui est fou dans le spatial, c'est que un truc en entraîne 250 000 derrière. C'est fou. Attends, je reviens sur la Lune. Donc, admettons, on est sur la Lune. On s'entraîne. Ouais. Donc il faut s'entraîner pour trouver une solution pour les radiations. C'est ça. Il faut arriver à construire des trucs. Ouais. Parce que j'imagine qu'il faut vivre, donc il faut des habitats. C'est ça. Donc on parle de tunnels de lave, on parle de construire des trucs à moitié dans le sol, un peu comme des igloos. On parle de trucs gonflables, plein de possibilités. Ouais. Admettons qu'on y arrive. La prochaine étape, c'est Mars. C'est ça.
Et Mars, alors aujourd'hui, il nous faut un vaisseau capable d'emmener les astronautes, mais aussi tout le tonnage dont ils ont besoin. Un astronaute va nécessiter, j'ai envie de te dire, une centaine de tonnes à lui tout seul pour tout le matériel dont il aura besoin pour le voyage, mais aussi arriver sur place. Et survivre. C'est ça. Et tu regardes aujourd'hui, le seul vaisseau qui a une capacité de tonnage de 100 tonnes en orbite basse, donc même pas d'ailleurs pour aller vers Mars, c'est le Starship. Et donc tu pourras envoyer qu'un seul astronaute alors que Elon Musk t'en promet 100 par Starship. C'est pas, aujourd'hui, on n'est pas sur quelque chose de physiquement réaliste. Et c'est là où, malheureusement, c'est le génie de Musk. Oui, parce qu'il nous dit tout le temps qu'on y va dans 3 ans. Ouais, ça c'est l'esbrouf. En fait, c'est en train de me dire que c'est du bullshit. C'est du bullshit, complètement. Il n'y aura pas d'astronautes, je peux le dire sans me tromper, il n'y aura pas d'astronautes dans les 4 années qui viennent, ni même d'ici la fin de cette décennie. Vraiment, même le début de la prochaine, on ne verra pas d'astronautes là-bas. Pour la simple et bonne raison que, physiquement, là, tu as vraiment des contraintes qui ne sont pas des contraintes d'ingénierie ou autre. Là, c'est vraiment des contraintes où on n'a pas de fusée qui est capable d'emmener un tel tonnage jusque Mars, qui est capable de poser ensuite avec un tel poids les astronautes à la surface, parce que tu n'as pas du tout les mêmes configurations que sur Terre. Sur Terre, pour poser le Starship va s'appuyer sur l'atmosphère de notre planète, qui est très dense, pour ralentir naturellement. C'est pour ça qu'on a besoin des tuiles thermiques qui vont résister à l'échauffement. Sur Mars, l'atmosphère est plus de 100 fois plus fine que sur Terre, donc tu n'as quasiment rien pour freiner. Ça freine pas, ouais. Voilà, très très peu. Et on est capable de poser 1 tonne sur Mars. Les rovers Perseverance, notamment, ou Curiosity qu'on a posé il y a quelques années, eh bien, ça faisait déjà à peu près 1 tonne. Et là, avec d'énormes parachutes de plus de 20 mètres de large, des technologies vraiment uniques qu'on a créées pour ça. On a posé une bagnole pour l'instant. C'est ça, on a posé une grosse voiture. Mais poser un Starship de d'une centaine de tonnes, plus d'une centaine de tonnes de charge utile, 200 tonnes, on ne sait pas le faire, clairement aujourd'hui. En plus, en le posant, on aurait besoin du coup donc En fait, la seule méthode aujourd'hui qu'on pourrait utiliser, ce serait de pouvoir ravitailler le Starship qui est arrivé autour de Mars, qui lui à nouveau n'a plus de carburant. Donc on a besoin d'une dizaine de Starships pour le ravitailler avant qu'il parte de la Terre. On a besoin d'une dizaine de Starships, donc d'une centaine de Starships partis depuis la Terre, pour le ravitailler en orbite autour de Mars pour qu'il puisse se poser. Et après, on a besoin de 2 fois plus de carburant pour qu'on puisse repartir à nouveau. Est-ce qu'on peut pas fabriquer là-bas le carburant ? On peut. Enfin, on peut. On pourrait. c'est pas inventé. Oui, on rêve, alors bon. Non, c'est le but, c'est ça. C'est justement de créer des usines qui vont demander quand même beaucoup de puissance. On aura besoin d'une petite centrale nucléaire sur place pour pouvoir créer des ergols à partir donc c'est du méthane, hein, les ergols. Donc on pourrait le créer à partir de l'atmosphère de Mars pour réussir à remplir à nouveau sur plusieurs mois le Starship pour qu'il puisse repartir. Mais même encore, quand il fera repartir, le Starship, il est plus qu'en un seul morceau quand il arrive sur Mars. On n'est plus avec la fusée au complet. Oui. Donc en fait, il sera tout juste capable de se mettre en orbite de Mars. Et pareil, à nouveau, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour le remplir encore. Voilà, c'est ça. Donc ça, en fait, c'est ça le gros problème physique qu'on a. C'est pas un problème, c'est pas impossible, mais c'est complètement fou. Oui, c'est de l'hérésie, entre guillemets. En fait, tu le fais une fois, comme pour la conquête de la Lune, et c'est pour ça que il y a plein de gens, pour en parler après, qui disent mais pourquoi, si on y allait, on n'y est pas retourné ? Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué que quand tu l'as fait une fois, tu dis hey, regardez, c'est moi le plus fort, je l'ai fait une fois, je suis très costaud, je suis le meilleur, je suis américain. Mais c'est tellement de ressources que pourquoi le refaire ? Et peut-être c'est ça qui va se passer avec Mars. C'est possible. C'est possible, et surtout, alors c'est là le gros problème derrière, c'est la communication de Musk derrière tout ça, parce que Musk te dit, bah si, dans 4 ans... lui te dit, on a des villes, on sera 1 million d'ici 2030... Mais ça, si tu l'as compris, justement, son discours, il est très étudié, il est fait pour faire en sorte de faire miroiter les investisseurs, pour faire en sorte, je te parlais tout à l'heure des levées de fonds qui sont réalisées pour SpaceX, pour que les gros centres d'investissement, les gros, qu'on appelle ça, enfin ceux qui ont vraiment l'argent comme les BlackRock et compagnie, eh bien, eux investissent dans SpaceX, et puisse à un moment donné permettre tout ça. Mais ce ne sera pas le Starship tel quel, en tout cas. Le Starship tel quel, il n'est pas fait du tout pour aller sur Mars ou sur la Lune. Je me sens trompé. Complètement. Mais c'est le jeu. Je me sens floué par Elon Musk. Ah oui. Mais le Starship, en fait, il faut vraiment comprendre, c'est un outil de domination économique qui va être là pour s'approprier l'orbite basse plus qu'aucune autre fusée. Et c'est un coup de génie quand même de sa part. Et ça vraiment, c'est là où tu as tout le génie de Musk, qui est un peu un génie machiavélique. Hein, complètement. Qui est vraiment sur le méchant dans les films. Bah c'est ça, c'est un super vilain. C'est un peu ça. Mais on peut vraiment reconnaître cette intelligence qu'il a eue de réussir à faire financer son entreprise par les fonds publics et par les levées de fonds, et faire en sorte que son entreprise devienne l'une des plus grosses du monde, et surtout les plus attractives aux yeux du grand public là-dessus. Ouais, donc il te dit on va aller sur Mars, il te fait ça va être dingue, des villes, etc. Et puis en fait, bon... Il va très bien faire, par contre, ce qu'il fait d'envoyer du satellite en orbite basse. Ah ouais, et puis une fois qu'il aura fait ça, bah c'est bon, il aura réussi à faire financer son projet et à avoir une certaine hégémonie dans ce milieu. Et tout ça, en fait, il le doit aussi grâce à sa réussite incroyable sur les Falcon 9, parce que tout le monde disait que c'était impossible, Musk l'a fait,
Donc aujourd'hui, en fait, les gens vont même jusqu'à se dire, il l'a fait, il va quand même réussir à aller sur Mars. C'est devenu un dieu. C'est ça, c'est un peu ça. Et il s'en sert beaucoup de ça, forcément. Mais alors, oublions Mars, parce que j'ai bien compris que limite de notre vivant, on ne le verra pas. Ou alors vraiment avec un sur la fin peut-être. Ou alors sauf si on vit 1000 ans, ce qui est possible parce que sur un autre épisode, on a parlé avec un invité qui nous disait que c'était possible. Mais bref, on va prier. Revenons sur la Lune du coup, parce que la Lune c'est possible. La Lune c'est quoi le... Moi j'ai envie de revoir des gens sur la Lune. C'est quoi le timing ? J'ai envie de te dire, normalement, d'ici 5 à 10 ans, on devrait les voir. Ok. Normalement. Mais pour ça, comme je te le disais, ils vont compter sur le Starship pour se poser. Si on n'a pas le Starship, il va y avoir 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est réussir à faire en sorte que d'autres atterrisseurs soient créés. Donc là, c'est peut-être le cas de Blue Origin. Et ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est que ce soit les Chinois qui se posent là-bas avant les Américains. Ça serait magnifique. Ah là, je te dis pas l'humiliation. Ouais. Mais ou les Indiens. Ah, les Indiens. Ils sont encore loin parce qu'ils n'ont pas encore envoyé leur propre... comment ils appellent ça ? Les viamonautes. Vous n'avez pas balancé un rover ? Ou une sonde, juste. Si. Eux, ils ont réussi à se poser. Si, c'est Chandrayaan 3, ils se sont posés avec un rover sur la Lune. Ouais. C'est l'une des rares nations qui a réussi à se poser, d'ailleurs, sur la Lune. Hein. Donc bravo à eux. Mais non, ils sont encore un petit peu en retard. En fait, c'est une nouvelle course à l'espace qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est USA-Chine. Voilà. Okay. Et la Chine est beaucoup moins ambitieuse dans sa démesure, entre guillemets. Beaucoup plus terre-à-terre. Et, si je puis dire. Et ils vont réussir à se poser, je pense, au début de la décennie prochaine. En plus, les Chinois, tu sais, ils sont discrets, ils font leur truc dans leur coin. Ouais. Ils font pas des grandes annonces comme Musk. Ils bossent, et d'un seul coup, bam. Mais ils ont réussi à faire des choses incroyables. La Chine a quand même réussi à se poser plusieurs fois avec des rovers à la surface de la Lune. Ils ont réussi 2 missions de collecte d'échantillons très rapides et pour repartir tout de suite avec des sondes. Donc en fait, une sonde qui se pose sur la Lune, elle récupère des échantillons, boum, ça repart et ça rentre sur Terre. En quelques semaines. Ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc ils ont vraiment toutes les technologies qu'il faut. Ils ont réussi à se poser sur Mars. Deuxième nation au monde à réussir un atterrissage sur Mars, réellement à se réussir à se poser. Ils ont envoyé quoi ? Ils ont envoyé un rover. Un rover. Donc en même temps que Perseverance, en 2020 ou 2021, je crois, ils ont posé... Comment il s'appelait ce rover ? Zhuzhong, un truc comme ça. C'est Zhuzhong, le rover Zhuzhong qui a vécu quand même un petit moment et qui a donc prouvé aux yeux du monde que la Chine aussi s'était posée sur Mars. Et ça c'est fou, hein. C'était du premier coup. Hein. Donc vraiment, non, la Chine pour moi c'est le gros challenger et je vois même leader de la conquête spatiale dans la décennie qui vient. Parce qu'à un moment donné, la Chine va finir par s'essouffler. L'Amérique, les États-Unis. Donc, ils ont aussi à côté de ça, la Chine, leur taïkonautes dans l'espace, ils ont leur propre station spatiale dans l'espace. On n'en parle jamais, on parle toujours de l'ISS, on parle jamais de la station chinoise. C'est pareil quand je fais des interventions dans les écoles et autres, quand je leur demande combien de stations spatiales on a dans le monde, ils nous disent on en a qu'une, c'est l'ISS. Non, on en a 2, on a la CSS, la Chinese Space Station, où tu as 3 à 6 astronautes, enfin des taïkonautes on les appelle. C'est vraiment le terme utilisé, les taïkonautes. Hein. Et donc eux, ils sont vraiment en train de développer toute leur technologie pour aller se poser sur la Lune et pourquoi pas après être les premiers sur Mars. Hein. Ils sont complètement capables de le faire sans le dire à personne. Genre 2 jours avant, on y va. En fait, on est arrivé. C'est ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie course, un vrai enjeu qui se met en place, parce que là, tu as l'honneur des États-Unis qui est vraiment en train d'être remis en jeu. Et SpaceX, pour l'instant, est très très regardé sur le fait que ça prend du retard, le Starship. Ça prend du retard, on a encore vu avec l'explosion qui a eu lieu cette semaine. Au moment où on enregistre, en tout cas. Alors, est-ce que l'explosion, c'est vraiment un échec ou pas, tant qu'on y est ? Là, je pense quand même qu'on peut pas même parler d'un échec parce qu'ils auraient pu corriger les problèmes. Ils auraient dû corriger les problèmes sur la nouvelle version de leur Starship, donc de leur 2e étage. Ouais. Là, on voit qu'il y a toujours des problèmes qui persistent. C'est ok, c'était un prototype, s'il est là pour ça, il est là pour exploser. Maintenant, on avait quand même de plus gros espoirs, on avait espéré qu'il aille quand même beaucoup plus loin. Il devait tester des satellites factices, il devait les libérer, il devait tester le rallumage du booster, et ça devait être la première fois où on devait le mettre en orbite réelle. Parce qu'à chaque fois, on est juste sous la vitesse orbitale pour faire en sorte qu'il retombe. Ouais, pour qu'il retombe, et je crois qu'il faut des autorisations spéciales, et donc... ils veulent être vraiment sûrs que tout va bien avant de... En fait, il faut être certain que son moteur se rallume bien. Rallumer un moteur après qu'il ait fonctionné dans l'espace et qu'il se soit éteint pendant plusieurs minutes, c'est pas toujours... Enfin, ça reste quand même aujourd'hui un gros challenge. Et comme ils sont pas encore sûrs de leur coup, ils se mettent pas en vitesse orbitale au-delà de 28 000 km/h, sinon si jamais le moteur ne se rmet pas, il est perdu. Il est perdu, il reste là à tourner jusqu'à pas ad vitam aeternam parce qu'on est en orbite basse. Un déchet spatial de plus, Mais voilà, mais il finirait par retomber vite quand même, ils sont vraiment très bas. Ok. Du coup, tu dis quoi aux gens, on est obligé, qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune? C'est un calvaire. On est obligé, je suis obligé. À chaque fois que quelqu'un qui fait de spatial vient ici, je vais lui poser la question. En fait, on a essayé plusieurs méthodes au Journal de l'Espace pour ramener, en fait, c'est un petit peu... On peut pas sauver tout le monde. À un moment donné, il faut bien se le dire, on peut pas sauver tout le monde. Tu as des personnes qui sont vraiment persuadées
qu'il y a un complot, et ça a des... je suis pas psychologue là-dessus, mais c'est des biais des biais de la pensée qui sont là-dessus, et qui te font croire qu'en fait tu détiens une vérité, et qu'à un moment donné, en fait, les autres ne sont que des moutons, et ils ont tort, ils s'en rendent pas compte, et que toi tu es plus malin qu'eux, donc c'est assez particulier. Aujourd'hui, j'essaie de leur montrer, en fait, par la science, vraiment par les faits, par 1 plus 1 égale 2, ou par A plus B, comment on a fait les choses, pourquoi est-ce qu'on était capable de le faire, contrairement à ce qu'ils disent. J'en fais des vidéos assez poussées quand même au niveau technique là-dessus. Et j'en suis d'ailleurs vachement content parce que c'est des belles vidéos quand même sur ce que j'aime bien faire, sur partager les connaissances, partager le savoir. Donc on a essayé cette type de méthode, vraiment ne pas les prendre de haut, essayer de les faire réfléchir un petit peu là-dessus. Et après, on a même fait carrément une vidéo debunk, un truc classique que tout le monde fait. On s'est dit, on va pas en faire. Finalement, si on en a fait quand même, parce qu'à un moment donné, quand tu vois sur certaines vidéos les commentaires, tu te dis, c'est pas possible, tu dois faire les choses bêtement, tu vas faire une vidéo de debunk. Et tu as toujours une partie, un pourcentage de ces gens-là, qui de toute façon sont dans leurs idées, tu pourras pas leur faire changer d'avis, c'est ok. Par contre, on est très content, c'est que tu as toujours des indécis dans le lot. Et ces indécis sont assez silencieux en général, ils savent pas trop quoi penser, ils disent ouais c'est peut-être une arnaque, t'en as qui disent que c'est une arnaque, c'est peut-être une arnaque. Et là au moins on leur montre en fait que non, ouais c'était possible en fait, et puis finalement c'est peut-être bien vrai. Donc on les ramène un petit peu, j'ai pas envie de dire du côté clair de la force, mais tu vois c'est un peu ça. Tu leur ramènes un petit peu de science en fait, tu les amènes simplement à réfléchir, à leur faire se rendre compte que bah ouais en fait la science le permettait, les finances à l'époque le permettaient, parce qu'on avait quand même un PIB, une partie du PIB américain qui était... Ouais, ils mettaient tout dans la bataille. Ouais. Ah ouais, c'était un all-in. Et que finalement, les arguments des complotistes, comme on les appelle, sont en fait malhonnêtes, finalement, sont malhonnêtes et fallacieux. Donc on leur explique simplement ça, sans prise de tête, sans les mettre dans le défaut, en fait. Et ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que je leur dis ? Il y a des gens, en fait, tu peux pas les sauver. Donc ceux-là, des fois, je ferme les yeux, je les ignore. Ceux qui doutent, ouais. Je mettrai, comme je mets souvent, pas mal de références de choses qu'on aborde dans l'épisode, et je mettrai cette fameuse vidéo, ouais. Un peu d'explication sous l'angle scientifique, et comme ça, ceux qui doutent pourront se rendre compte que finalement... tout est ok. Ouais. Tout était ok. En fait, faut pas croire qu'en 70, on était neuneux au niveau à la fois de l'informatique. D'ailleurs, finalement, on n'a pas besoin d'une grosse puissance de calcul pour aller sur la Lune, ou à la fois des technologies. La Saturne V, c'est quand même un bijou de technologie à l'époque, c'était fou. D'ailleurs, on réutilise beaucoup des technologies qui ont été découvertes au moment de la Saturne V, notamment sur les moteurs. Tout, mais même d'ailleurs aujourd'hui, la SLS, la fusée de la NASA qui est censée catapulter donc les astronautes qui vont aller sur la Lune pour rejoindre ensuite le Starship, sont propulsés par des propulseurs qui tournaient au niveau des navettes spatiales, par exemple. On réutilise tout. On réutilise tout là-dessus. La navette spatiale, c'était un chef-d'œuvre. Ah, c'était un chef-d'œuvre. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'était compliqué, encore une fois. Mais c'était un chef-d'œuvre. Et du coup, moi j'ai un argument qui n'est pas un argument scientifique, mais qui est un argument de bon sens. Ouais. Si on n'était pas allé sur la Lune, et que aujourd'hui, il y a plein d'autres nations qui y vont, on a parlé de la Chine, on a parlé des rovers qui se sont posés, on a parlé de l'Inde, j'imagine qu'il y a aussi plein de sondes en train de prendre en photo la Lune sur toutes les coutures, parce qu'avant d'aller poser un truc, il faut une première étape, il y a plusieurs missions. Ils voient les traces des alunisages américains. Donc ils auraient montré les preuves, ça aurait été les premiers, notamment la Russie. Juste après l'alunissage des Américains, ils auraient dit non, c'est faux, regardez, il y a zéro preuve, alors que personne n'a jamais remis en question ça au niveau des autres pays. Personne, et ni même l'URSS, comme tu le disais à l'époque, ils avaient de toute façon tout leur radar qui était concentré sur les Saturn V qui décollaient pour la Lune. Ils savaient de toute façon que c'était ça. Pourtant, il n'y a pas eu de contestation, et aujourd'hui on a même des photos qui viennent de l'Inde notamment, l'Inde qui n'est pas forcément un copain des États-Unis d'ailleurs là-dessus, et qui a pris les sites d'atterrissage, je crois que c'était Apollo 11 là-dessus directement, donc parce qu'ils ont laissé des rovers, ils ont laissé un bout de l'atterrisseur, un bout du lander, de l'atterrisseur, c'est ça. Des traces de pas, etc. Ah oui, il y a vraiment les preuves, mais bon, même ça aujourd'hui, les gens te disent non, c'est chiqué ou c'est faux, enfin voilà, c'est... Ouais, mais il n'y a pas d'intérêt géopolitique, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que les autres pays ne vont pas dire que c'est vrai si c'est pas vrai. C'est ça. Surtout quand ils sont ennemis, quoi. C'est ça. Même la Chine, à un moment donné, pourrait essayer de jouer là-dessus, si jamais c'était vraiment le cas. Sauf que là, tout le monde a admis. Tous les scientifiques qui sont vraiment des scientifiques, j'ai envie de te dire, dans le monde, savent que de toute façon, c'est bon, c'est accepté, et c'est comme ça, et ça a été fait, quoi. Et le level 2 du « on n'est jamais allé sur la Lune », c'est « la Terre est plate ». Ah oui. Là, t'es encore plus loin, là. T'as fait une vidéo là-dessus, non ? J'ai fait une vidéo, la Terre est plate. Je la mets aussi. Ah bah oui, mettons-nous dans la tête d'un platiste. Ah si, oui, je m'en rappelle. Et prouvons justement avec les procédés et la science, justement, prouvons par la science que la Terre est plate. Et on a essayé. Ah, de faire l'inverse, de prouver qu'elle est plate. De prouver qu'elle est plate. Et bien justement, on prouve que finalement, en fait, non, elle est pas plate, mais elle est bien ronde. Même avec ce qu'on montre, en fait, on prouve justement le contraire. On prouve qu'elle est bien ronde grâce à ça. Donc il y a eu plein d'expériences qui ont été faites là-dessus. On en parle bien. Et j'aime beaucoup cette vidéo parce qu'elle est assez légère et elle met pas les gens en porte-à-faux non plus.
Ça vraiment, tu sais, parce que forcément, des platistes, t'as envie de leur dire, mais vous êtes vraiment débiles, quoi. Oui, mais tu leur dis, oui, t'es constructif. Ah bah là, tu les bloques. Ouais, Et si tu les bloques, après, tu peux plus rien tirer d'eux. Mais là, au moins, t'as des gens qui disent, ah ouais, effectivement, il y a une certaine logique, quoi, là-dedans. Est-ce que t'as vu cet excellent documentaire sur Netflix sur les platistes? Non, j'en ai entendu parler. Alors, je fais le pitch très vite. Ouais. Donc, c'est un documentaire qui suit des personnalités très influentes dans le milieu des platistes, qui font des conférences, qui ont des sites internet, etc. Et donc ça dure assez longtemps. Hein. Et donc on explique un peu tous les prismes, ok, donc le gars, comment il est né, c'est quoi sa famille, etc. Et puis limite on les aime bien à la fin, parce que voilà, ça fait 1h30 qu'on les suit. Et à la fin, tous les platistes un peu connus de l'écosystème se rencontrent aux États-Unis, sur le lac je sais plus quoi, pour faire une expérience pour enfin démontrer que la Terre est plate. Oui, avec les lasers là. Exactement. Donc ils prennent un laser, ils le foutent en haut d'une perche de je ne sais plus combien, 5 mètres, et ils pointent de l'autre côté du lac. Et ils disent c'est très simple. Si la Terre est plate, si on bouge le laser comme ça, de l'autre côté ils vont toujours le voir. Et si la Terre est ronde, forcément, si on baisse le laser on le verra plus, et puis si on le remonte, on va finir par le voir, parce qu'il va avec l'angle qui change, on va passer, la courbure de la Terre, enfin tout le monde a compris. Et ben, ça marche. Forcément. Ils disent ça marchera pas, ils sont au talkie-walkie. Ils sont persuadés vraiment. Ils sont au talkie-walkie. Et le reportage se termine, je spoil tout, hein, comme ça vous n'aurez pas besoin de le voir. Le reportage se termine, et on entend... On le voit plus. T'es sûr? Attends, remonte-le. Ouais, on le revoit. Et puis le mec regarde la caméra comme ça. Fin. Ouais. Et en fait, ils se rendent compte eux-mêmes par l'expérimentation que la Terre est ronde. C'est ça. Incroyable. Ouais, mais c'est comme ça en fait. De toute façon, c'est justement par la science que tu te rends compte que les choses en fait ont été inventées avant. Hein. Enfin, que les croyances sur la Terre plate, elles sont juste fallacieuses, quoi. Et c'est un business. Hein. C'est un business. Oui. Souviens-toi encore, il y a quelques années je crois que c'était 2020 ou 2021, t'as eu Mad Mike, on l'appelait, c'était Mike qui s'est tué. Incroyable. Et lui, ce mec-là, en fait, il était platiste, il a récupéré des fonds auprès des platistes pour créer une fusée, et qui devait démontrer, du coup, avec lui à bord, pour prouver que la Terre était plate. Sauf que malheureusement, il a décollé, il a arraché son parachute, et sans parachute, en décollant... Il y a des vidéos, et surtout que la fusée, il a pris 2 tonneaux qu'il a découpés, hein. Il a mis de la poudre à canon. Ouais. Et le pire, c'est qu'il décolle fort. Hein. Mais il est monté haut, très haut. Il est monté haut. Pas assez haut pour voir que la Terre était ronde, c'est dommage. Non, lui, il a dû se dire qu'il avait raison. J'avais fait une petite punchline à la fin de ma vidéo, je disais, en tout cas, plate ou ronde, ce qui est sûr, c'est que la Terre est dure. C'était un peu mauvais, mais... Il dit malheureusement, bon, pas son âme. Quelle mort, ça c'est Darwin Award. Hein. C'est-à-dire, le mec monte à, genre, je sais plus, 1000 ou 2000 mètres. Je crois que c'est 2000 mètres. Voilà, 1500, 2000 donc mètres. Une hauteur où tu vois pas que la Terre est plate. Non. Donc il se dit, haha. Et non. Parachute, bam, pas de parachute. Non, c'était terrible quand même. Les images sont assez perturbantes, mais bon. Voilà, les images sont empreintes d'une douce poésie, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas gore, tu vois juste le truc qui décolle, le truc qui fait. Tu fais bon. Salut Mad Mike. Ouais, c'est ça. Au revoir. Mais c'était, il était allé loin quand même. Il avait réussi à récolter beaucoup de fonds sur la crédulité des gens. Et je me demande même d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment un platiste ou est-ce que c'était juste un fou du bulbe là-dessus? Il y a une théorie du complot inversée. Ouais, c'est ça. Qui dit qu'il était pas platiste et qu'il voulait juste récupérer de la thune parce que c'était un mec qui faisait des expériences. Parce que mine de rien, tous ces gens-là sont très très communautaires, hein. Tous les complotistes ou les platistes. D'ailleurs, de toute façon, les réseaux sociaux sont incroyables pour ça, en créant des bulles algorithmiques là-dessus pour te laisser uniquement dans un monde de platistes et faire en sorte que tu te dises, c'est bon, tout le monde pense comme moi, alors que pas du tout. Hein. Très dangereux, ça, une minorité. Très dangereux, très dangereux. Et alors, tant qu'on est dans les délires, souvent, il y a des gens qui confondent sémantiquement astronomie et astrologie. Ouais. C'est quoi la différence? La grosse différence, c'est simple. L'astronomie, c'est l'observation des astres. L'astrologie, c'est qu'on appelle ça une croyance qui fait qu'en fonction de l'alignement des astres, tu vas avoir des ondes qui vont être différentes. Tu vas battre les fameux signes du zodiaque. Oui. C'est de l'astrologie. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un petit peu comme l'homéopathie pour la santé, quoi. C'est quelque chose qui n'a jamais été prouvé et qui n'a pas de fondement scientifique derrière. Bon, je vais pas me faire que des copains en disant ça, mais non, mais voilà. Je suis d'accord avec ça. Enfin, c'est une pseudo-science. Enfin, c'est même plus. Je crois que c'est même plus que ça. Je crois que c'est même plus classé comme une pseudo-science. C'est vraiment une croyance. Ouais, c'est ça, c'est des croyances, comme une religion en fait finalement. Ouais, on te dit que s'il y a telle planète qui passe dans les constellations qui sont des étoiles qui sont côte à côte à l'œil nu mais qui en vrai ne sont pas côte à côte, qui sont souvent distantes de centaines d'années-lumière, tu vas être de bonne humeur, qui dessine un petit signe et que à ce moment-là, quand tu nais, c'est là, tu vas être un mec bien. Sans parler de l'alignement des planètes. Ah non, parce que les planètes après passent dedans. Ouais. Et oui, en effet, ça influe parce que bref. C'est gratuit. C'est ça, c'est gratuit. Mais ça, je m'approche pas trop de ce domaine-là parce que la religion, c'est toujours pas. D'ailleurs, on parlait des platistes, on parlait des conspirations. Là, c'est pas une religion. On respecte les religions, bien sûr. Mais c'est croyances, en fait, ça s'y tient. Oui, mais disons que la religion, c'est une croyance qui est crue par tellement de gens
qu'on se doit de la respecter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que une connerie, où il y a quelques hurluberlus, bon, on peut leur dire réveillez-vous quoi. Ouais, Ben, je sais vrai. pas. Bon, en tout cas, c'est mon Après, ce qui est bien avec l'astrologie, c'est que ça n'a rien de méchant. Par contre, tu sais, Tout à c'est pas. Sauf quand je te vends des trucs quantiques oui. à 10 000 balles quoi. Mais ça, après, les seules personnes que ça va impacter, ça va être les gens qui y croient. C'est comme la politique, hein. Les promesses ne sont faites que pour ceux qui les croient, hein, de toute façon. Ok, bon, sans transition. J'ai une surprise pour toi. Vas-y, je t'écoute. J'ai quelqu'un qui va venir nous rejoindre, que tu as croisé. Ouais. Je vous ai demandé de pas vous parler. Vous vous êtes échangé quelques banalités. 3 fois rien. Mais tu sais pas ce qu'il fait. Et le jeu va être de deviner ce qu'il fait. Et au-delà de ce qu'il fait, ce qu'il va nous présenter. Ok, T'es prêt? vas-y. Je le fais apparaître. Salut Clément. Salut Yann. Quentin. Clément. Salut Clément. Clément. Quentin. Salut. Alors, petit jeu, invité surprise. Donc, je vais pas dire du tout qui est Clément. On le dira après. Mais il nous a apporté des objets. Ces objets sont en lien avec son travail. Son D'accord. travail est en lien, bien sûr, avec le sujet du jour. Le but, c'est que tu devines de quoi il s'agit. Et on va un petit peu jouer à discuter autour de ça. On va voir si t'es bon. On va voir si t'es un vrai spécialiste du spatial. Je veux bien. Ou est-ce que je suis un escroc comme Ou est-ce Elon que t'es Musk un escroc comme Elon Musk? Est-ce qu'on peut avoir le premier objet? Ouais. S'il te plaît, Si. Clément. Alors, le premier objet. Tiens. Oh là là. Ah oui, on n'a pas dit que ça serait simple. Alors, De quoi s'agit-il? Et tu peux, si tu veux, dire tout haut ton cheminement de pensée. déjà, moi, la première impression qui me vient, ça pourrait faire partie, tu vois, d'un moteur. Ok. Mhm. Pourquoi je dis ça? Je dirais que tu vois, moi aussi, tu as un petit branchement électrique. Donc un branchement avec un câble. Et ici, je vois bien quelque chose d'assez costaud qui pourrait contenir en tout cas des particules, qui pourraient ensuite être éjectées, qui ferait par ce bout-là, qui ferait ensuite peut-être une forme de tuyère ou autre. Est-ce Donc, qu'on est dans le vrai? Moitié-moitié. Ah, Alors, c'est dans un système de propulsion, ouais. mais c'est pas ce qui va éjecter les fluides. Alors qu'est-ce que c'est du coup? Ah bah non, oh là Alors, t'as on foutu la continue, on lettre continue, aussi on simple que continue. ça. Est-ce que c'est un rapport avec des moteurs électriques déjà? Ça peut être moteur La électrique, propulsion électrique, en tout ou cas. ça peut être moteur chimique. Ok. Ok, donc ça fait partie. Est-ce que c'est pour allumer les moteurs? Non. Tu dis que ça envoie quelque chose? Non. Pose des questions si tu veux. Alors, ça fait partie de la propulsion, tu disais, hein? Ouais. Ouais. Du système de propulsion. Ouais. Du système de propulsion. Est-ce que c'est une histoire d'allumage? Non. Non plus. Non. Il n'y a pas que les Alors moteurs là- dans la propulsion. Ouais, c'est vrai. Et alors, attends, qu'est-ce que tu as dans la propulsion? T'as tout ce qui est les injecteurs pour injecter le carburant? C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. On va y Nous en arriver. avons. Mais, tu as dit carburant. Donc, il y a une histoire de carburant là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah si, j'ai une petite. Est-ce que ça peut être un propulseur RCS? Non plus. Bon. Quelque chose Eh. qui mesure. C'est quelque chose qui mesure. Mm. Donc, qui mesure quoi? Qui va mesurer la pression, qui va mesurer la pression du coup. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau d'un réservoir, la pression d'un réservoir ou la pression dans la chambre des moteurs? Ça peut être à différents niveaux, ça peut être mis. Ok, donc ça te permet en fait de mesurer la pression dans un réservoir pour savoir s'il est rempli de gaz ou d'autres choses. Voilà. Donc en fait, c'est un capteur de pression et de température qui permet de savoir la pression dans ton système de propulsion. Donc ça peut être près des réservoirs, mais aussi près de la chambre de combustion ou toutes les valves. Et ça permet aussi, quand c'est proche du réservoir, de calculer combien il te reste d'ergols dans tes réservoirs. D'accord. Et alors pourquoi c'est si petit? Alors le but, c'est d'avoir, comme c'est un sensor, c'est le plus petit possible. Ouais. On essaie toujours De diminuer la minimiser masse, hein. l'espace, la masse. Après, ça reste quand même un peu robuste au poids. Là, Ouais. c'est en titane, mais C'est vrai. parce que ça doit monter à des très très hautes pressions. On doit résister 320 bars et on doit s'assurer que ça explose pas à 1200 bars. C'est plutôt pas mal, hein, 1200 bars. Donc, comme tu as compris, Clément Ouais. fait des pièces de satellite. Super, super. Donc j'en ai une deuxième à te faire découvrir. Je Vas-y. veux bien le deuxième Allez. objet. Je laisse ici. Ouais, tu peux, Je on le va mets de juste le côté. mettre sur le côté. Attention, ça coûte extrêmement cher. Moi j'imagine. Tout dans le spatial coûte cher. Dans le deuxième, Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pareil, tu peux poser tes questions. Alors, je vois marquer 3 choses. Je vois marquer PCDU, contrôle et batterie. BAT. Mhm. Pour batterie. Donc, est-ce que ça c'est pour brancher tout ce qui va toucher à l'avionique du vaisseau? c'est Du satellite en tout cas. dans la partie puissance, ouais. Dans tout ce qui est avionique, puissance du Est-ce que. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça du coup? C'est juste de l'informatique ou est-ce qu'il y a. carte électronique, ouais. Carte électronique, ok. Donc alors à quoi ça peut servir?
c'est pas le plus simple. Hein. Non, bah, j'imagine. Non, de non, on toute a façon, commencé par les plus durs exprès pour te faire galérer. D'accord. Le troisième, je pense que tu vas trouver très vite. Est-ce que c'est ce qui va gérer toute l'énergie du. Enfin, c'est une carte mère, entre guillemets, qui va permettre d'à la fois de gérer toute la partie avionique du vaisseau, donc comme j'ai dit, batterie, donc je vois qui va renvoyer les données aussi au niveau de. Les données collectées du satellite vers la Terre, peut-être aussi. PCDU, j'ai pas d'idée de ce que ça peut être. Alors je peux expliquer un peu. PCDU, c'est le système qui gère toute l'énergie à bord d'un satellite. Ouais, ok. Donc qui prend l'énergie des panneaux solaires, qui redistribue à tous les D'accord, organes d'accord. qui ont besoin d'énergie. Et donc, à peu Et près, nous, on vers va la se partie mettre batterie. entre la batterie et le PCDU. Ok, c'est l'interface entre les deux. Et donc, Qu'est-ce qu'elle je peux fait t'aider Qu'est-ce Parce que que ça c'est fait l'espèce de carrefour entre les panneaux solaires et la batterie. Et ben, j'imagine que c'est ça qui va permettre d'orienter les panneaux solaires ou au moins de les. Bon, j'allais dire de les rétracter ou de les ouvrir, mais on va pas les rétracter en général, on va juste les tourner un petit peu pour faire en sorte qu'ils soient moins exposés au soleil. Non, Non, plus. c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que Il y en a en effet. Alors mais attends, c'est je vais te donner un vrai gros indice. Vas-y. Pendant qu'on discutait tous les deux, à un moment, on parlait de satellites. Ouais. On parlait de fin de vie de satellites. Ouais. Et on Ah. disait que certains satellites vont cramer dans l'atmosphère, mais il n'y a pas que ça là. Il n'y a pas que cela. Il y a les satellites qui vont dans la fameuse orbite Géostationnaire. poubelle, Ouais. que Ah, tu au-dessus, as appelé ouais. poubelle. La cimetière. Ouais. Et il y a tous les satellites qui arrivent en fin de vie. Ben, on est en lien avec ça. D'accord, donc ça va être l'unité qui va. Alors, je dirais soit déterminer que les satellites arrivent en fin de vie et qu'il va falloir les faire remonter en orbite cimetière, ou alors peut-être même après déclencher la fin de vie du satellite. C'est ça. C'est ça, c'est la deuxième. En fait, ce qu'on appelle de la passivation électrique. Ah, super. Donc il on va va vider les batteries. vider la batterie. C'est un Exactement. disjoncteur. Grandiose. Vider la On va batterie. déconnecter les panneaux solaires et vider la batterie. Grandiose. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment là pour la fin de vie du satellite, C'est ça. pour sauvegarder, pour éviter que ça explose, quoi. Parce Exactement. qu'on a vu d'ailleurs des Ouais. satellites qui ont déjà explosé parce que leur batterie était encore chargée et qui à un moment donné se mettent à exploser et faire des milliers de débris, quoi. Ouais, très récemment, là, en Exactement. décembre, il y en a eu. Et alors ça, c'est quelque chose qui est là sur les satellites depuis quand? Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Je ne sais pas encore s'il y en a vraiment sur les satellites. Ouais. Les agences spatiales sont en train vraiment de pousser là-dessus. Ouais. Et donc, ou de demander aux concepteurs de satellites d'intégrer ça déjà dans l'architecture. Ouais. Des fois, c'est un peu compliqué quand les architectures sont déjà faites, de tout devoir refaire autour de ça. Donc, c'est là où on vient avec notre petit système qu'on peut brancher rapidement. Et, qui permet- Excellent. Et tu vois, c'est exactement la boîte de Clément Ouais. qui fait toute cette passivation sur fin de vie des satellites. Il y a un épisode qui lui est consacré qui va passer Excellent. après le tien. Donc tous les gens qui sont intéressés, vous avez un petit peu l'avant-première et puis un épisode entier avec lui, on vous expliquera plus en détail. Et si tu veux bien, on va passer au troisième objet. Et à mon avis, tu vas le trouver assez rapidement. Vas-y, Pression, c'est là, celui-là, du il est coup. plus simple. non, il est plus simple. T'es quand même pas n'importe qui. Tu fais le modeste, mais tu t'y connais bien. Et tu vas peut-être pas trouver en détail, mais très vite tu vas comprendre, je pense. Avec la Alors. partie centrale. Déjà, je vois le nom de la boîte. Ouais, en effet. Et j'en ai déjà entendu parler, Ah. effectivement. à Sand. Le tricheur. Alors, tu as tout un système avec des tuyaux. Donc Ouais. des tuyaux qui viennent dans des petites boîtes. Bon, ouais. Tu peux le retourner, tu peux faire ce que tu Des veux. genres de avec. réservoirs. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, tout simplement, ce serait pas un CubeSat? Ou c'est un Ça système qui est fait adapté au CubeSat. en tout cas. exactement. Ouais. D'où la forme un petit peu. Bah, c'est le système ici, enfin, je pense. Je vois propulsion, enfin propre. Il doit y avoir du carburant là-dedans. Ouais, en Ouais, effet. donc du coup, c'est tout le système qui permet de rehausser le satellite ou de le déplacer en fonction de si on a besoin de le repositionner sur son orbite. Ouais, c'est ça. Système de Exactement propulsion. Tu vois, ça Ça sort va. par le milieu. Ouais, Mais j'aimerais juste aller encore plus loin, parce que j'aime te magnifique, torturer. c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. C'est artistique, j'ai envie de dire. Ah ouais, Ouais, on c'est- va essayer. J'aimerais juste aller plus loin et pour continuer à te torturer. Vas-y. Quels sont les ergols ou l'ergol utilisés à l'intérieur? Alors, sur des petits satellites comme ça, avec une toute petite tuyère comme celle-ci, est-ce que ça peut être du gaz? Enfin, du xénon, encore une fois, comment dire, une propulsion ionique ou électrique. Non, c'est pas le cas ici. Donc là, c'est vraiment chimique. C'est électrique. C'est entre chimique et électrique. Mais on va dire que c'est plutôt électrique. Alors là, électrique, entre chimique et électrique, là, du coup, tu vas me poser une colle. C'est un petit peu moins connu. Ouais, donc t'as une flamme qui doit être... T'as une flamme forcément là-dessus. Non. T'as une éjection de matière, du coup. Ouais. Électrique. Mais quelle est cette matière qui est C'est pas ionisé, hein, mais Ouais. c'est une éjection de gaz quand même. Ah ouais. Quel est ce gaz qui est Oh, justement, éjecté c'est mon... Là, je suis en train de chercher parce que j'avais le xénon en tête, mais c'est pas ça, du coup. C'est vraiment très simple. C'est-à-dire que c'est pas un truc, un élément de malade. C'est un gaz léger? Non. Non.
C'est pas d'hydrogène alors. Non, c'est un peu moins simple que l'hydrogène. Écoute, là, sur le coup... Après, là, pour t'aider, ces réservoirs, ils ont du carburant liquide dans cette partie-là. Ouais. D'où leur forme un peu, on peut pas avoir des très très grosses pressions, comme si on avait du xénon, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Ah d'accord, ouais, donc le xénon nécessite quand même quelque chose de plus costaud. Ouais. Souvent, pour la propulsion électrique, c'est là où on peut monter à très haute pression. Et donc, ce liquide, on va l'aider. Il est chauffé Ouais. et il sort sous forme Gazeuse. 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 Est-ce que ce serait de l'azote tout simplement? Non, Non. ce serait beaucoup trop compliqué. Non, Encore plus simple que ça. l'azote, c'est compliqué. Donc pas de l'oxygène, pas de l'hydrogène. Ça, et ça en contient. Ça en contient, d'accord. Donc pas de l'hydrogène, tu parles? Ou de l'oxygène? Il y en a de l'oxygène et de l'hydrogène dans cette... Attends, donc du coup, si tu veux une formule simple, une molécule simple, c'est de l'eau. C'est Bah de voilà, l'eau. c'est de l'eau. Mais oui, Exactement. de l'eau. Donc du coup, tu propulses ton Ouais. satellite avec de l'eau. Ouais. C'est énorme. Incroyable. Donc, de l'eau gazeuse. Parce qu'on avait parlé de fusées. Enfin, il existe des fusées des lanceurs qui sont en train d'être créés sur une propulsion à l'eau. Bon, pour l'instant, c'est pas encore au point. Ouais. Mais là, on a carrément un système de Propulsion propulsion de satellites avec de Ouais, l'eau. quoi. de... C'est fou. Ouais, ouais, fou. ouais, c'est c'est fou, ça. c'est pour ça qu'il est là. Ah ouais, c'est incroyable. C'est ce qu'on Incroyable. appelle un résistojet Ouais. dans le milieu. Donc en fait, on va chauffer de l'eau avec une résistance électrique. Donc ça Ouais. reste électrique, Classique. mais on la chauffe à très haute température et on Ouais. le change en gaz. Et tu arrives du coup à avoir une propulsion qui est suffisante juste avec de l'eau. Ouais, qui se donc avec transforme en gaz. celui-là, on arrive à, ceux qui connaissent un peu, une poussée de 40 millinewtons. Ouais. Donc ça reste quand même petit, faible, hein. C'est à peu près comme si on soufflait sur sa main, à peu Bon. près les puissances qu'on a, quoi. C'est pas avec ça qu'on va décoller de la Terre. Non. Mais par contre, une fois qu'on est dans l'espace, c'est suffisant. hein. C'est ça. C'est fou. Et après, on arrive quand même à des impulsions spécifiques assez hautes. On arrive quand même à 200 secondes. sur Et le alors du système. coup, avec un réservoir comme ça, tu peux le faire tourner combien de temps? Si tu le faisais tourner en continu? En continu, je crois qu'on est à un peu moins de 24 heures. 24 heures, il n'y a vraiment pas grand chose en fait dans un satellite. Après, c'est quoi? C'est des petites impulsions qui sont faites ou est-ce que ça peut Ouais, être un peu plus alors prolongé? souvent, ça dépend. Si c'est pour contrôler le satellite, dans son positionnement, là, ça va être des C'est petites faible. impulsions. Mhm. Mais après, la plupart des clients vont l'utiliser pour rehausser les orbites, changer les trajectoires. Et là, on parle entre 30 secondes et 10 minutes. C'est incroyable. Et oui, C'est fou. c'était ma le petite génie. surprise. Ah oui, mais c'est vois. beau. Hein. Donc on en a profité pour te montrer et te faire deviner ce petit jeu. T'as été plutôt bon hein, parce que tu donnes ça à n'importe qui, n'importe lequel des trois. C'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Non, C'est non, pas non, non, évident c'est pas du tout. évident du tout. C'est pas évident du tout. Clément, je te remercie. Je vais te faire retéléporter puisque Merci on va te beaucoup. retrouver sur un épisode entier juste après celui-là. Donc encore une bonne raison pour s'abonner, pour suivre cette chaîne. Je rappelle sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Aidez-nous, abonnez-vous. Merci Clément. Merci à toi. Alors, t'avais déjà parlé à un mec qui construit des satellites, des pièces détachées de satellites. Des pièces détachées de satellites? Non. Alors autant j'avais déjà parlé à pas mal de monde qui crée des fusées, qui crée des rovers aussi, mais des pièces de satellites, non pas encore, et c'est top. Tu vois, cet écosystème, il est vraiment incroyable. hein. Il y a Ouais. tellement de possibilités d'ailleurs de développement d'entreprises là-dedans que... Mais ça rejoint ce qu'on disait au début en fait. Tous les métiers qui vont vers des sous-métiers, vers des sous-problèmes, et chaque problème te fait naître un nouveau problème. Ouais. Et on a parlé très rapidement des déchets spatiaux, et justement sur l'épisode avec Clément, on en parlera en détail. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est que si on en vient à avoir trop de déchets, avec trop de collisions, Ouais. on peut avoir une espèce de réaction en chaîne qui se met en place et C'est ça. avoir l'espace bloqué, l'accès à l'espace bloqué. C'est le fameux syndrome de Kepler, je crois. Exactement. Ouais. Kessler, ouais. Kessler, pas Kepler. Kessler, ouais, c'est le même, dans le même domaine. Mais Oui, ça, c'est dans le même Kessler. domaine. Tu vois, on mélange. Ouais, donc en effet, et si on n'a plus accès à l'espace, bah c'est con quoi. Surtout que ça risque d'être bloquant pendant 50 à 100 ans, apparemment, Exactement. le temps que les premiers débris commencent à retomber sur Terre. Exactement. Bah, écoute, Quentin, je te remercie beaucoup. Mais merci C'était à un toi. épisode super riche. On a appris beaucoup de choses. On a vraiment kiffé. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Les gens qui nous écoutent, posez vos questions. Mettez également dans les commentaires si vous avez des idées d'invités, ce sera avec plaisir. Vous connaissez la chanson, je vous la refais pas. On est présent sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez les découvreurs pour nous trouver. Quentin, merci, à bientôt. À bientôt.